Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur les jeudis de la transition digitale qui est proposé par Pollen avec la thématique de ce deuxième jeudi de la transition digitale sur surveiller et protéger l'identité numérique de son entreprise. Donc c'est un webinaire qui est porté du coup, comme je le disais, par Pollen. Je vais laisser Sébastien Oziol nous donner un petit peu plus d'infos sur l'objet de ce webinaire et du coup ce qui est attendu par la suite, ce qui vous attend pour les 2 heures à venir. Oui, merci Constance. Effectivement, Pollen est un bâtiment, donc en ce moment, c'est difficile de se réunir dans un bâtiment, mais on a quand même souhaité continuer à vous proposer des rendez-vous sur l'accompagnement à la transition digitale des entreprises. Quand je dis on, c'est les structures d'animation de Pollen, d'animation de ce bâtiment, c'est-à-dire l'Agence de développement économique d'Occitanie, ADOC, et l'Agence Lozère Développement, l'Agence d'attractivité, qui occupe ce bâtiment avec nous. Bon, alors en ce moment, on ne s'y réunit pas trop, mais voilà, on propose des rendez-vous tous les mois en alternance, Lozère Développement et ADOC, sur des thèmes qui sont en lien direct avec nos missions, et elles sont différentes. Et donc, les missions d'ADOC sont plus en direction des entreprises, les entreprises de production, les entreprises industrielles, les entreprises de services aux entreprises, sur des problématiques assez techniques, en tout cas un peu poussées, de l'usage du numérique dans l'économie. Voilà. Donc, on fait ça parce qu'on a été labellisé, on a fait labelliser ce bâtiment Fabrique de territoire. C'est un label de l'État qui en plus oriente des financements pour cette action. Et on le fait cette année en plus en partenariat avec la Mêlée. Donc, c'est aussi l'occasion donnée là, Constance, de vous remercier d'être partenaire avec nous de ces rendez-vous, parce que la Lozère, elle est en Occitanie et la Mêlée est une référence quand même dans le domaine de l'accompagnement numérique aussi dans la région. Donc, avec ADOC, ça fait un beau binôme. Merci Sébastien. Et en effet, la mêlée, nous, du coup, on va accompagner du coup ADOC dans la réalisation de ces webinaires en proposant voilà, des intervenants pour du coup l'expertise qui va ressortir de ce webinaire, mais aussi un accompagnement qui va être plutôt en termes de communication et de logistique pour mener à bien ces événements. Alors, on en Je reparlera. reprends juste un mot, Constance, parce que je ne reprendrai peut-être pas la parole dans la fin de réunion. Je vais laisser les intervenants s'exprimer et prendre toute leur place dans la fin de l'après-midi. Mais je voulais remercier les entreprises locales qui s'impliquent dans ces rendez-vous et qui prennent de leur temps, en particulier donc M. Donadieu, Laurent et d'autres participants cet après-midi présents parmi nous. Donc, c'est important pour les entreprises d'avoir des regards sur l'économie réelle, le témoignage. Donc, n'hésitez pas, ceux qui sont à distance, qui se sont connectés, au moment où ce sera possible, d'ouvrir vos micros et également de partager des expériences sur ce sujet quand même de l'identité numérique qui demande à être transmis par du vécu, je pense. Voilà, donc bonne réunion, moi j'en reste là. Merci Sébastien. Et donc, du coup, je vais prendre la suite. Effectivement, ce webinaire est filmé, il est enregistré en ce moment même. Donc, afin d'éviter toutes les nuisances sonores, on vous a coupé les micros en entrant dans le webinaire. Mais voilà, donc du coup, les maintenir fermés quand on a du coup nos intervenants qui prennent la parole. Mais n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat pendant leurs interventions, ou alors à la fin de chaque intervention, de réactiver votre micro pour pouvoir poser vos questions. À la fin de chaque intervention, il y aura un petit temps de questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, c'est le moment de vous affirmer, de poser vos questions. Aussi, le webinaire est enregistré. Donc, on vous demande, si vous ne souhaitez pas apparaître lors des replays, de couper votre vidéo, tout simplement. Voilà, vous avez un petit bouton qui s'appelle couper, arrêter la vidéo, tout simplement. Alors, au programme, ce qui vous attend lors de ces 2 prochaines heures, bon, tout d'abord, je vais faire une rapide présentation des intervenants qui reviendront sur leur parcours en cours de webinaire. Il y aura un premier focus sur la définition et les nouveaux usages de l'identité numérique, vraiment le thème de ce webinaire qui est donc surveiller et protéger son identité numérique. Suite à ça, on va faire des retours de témoignages autour de l'identité numérique, que ce soit d'entreprises
lozérienne, donc que ce soit Lozère Nouvelle ou alors bienmanger.com. Vous aurez donc les retours de ces entreprises. On fera également un focus sur les enjeux et la protection de son identité numérique. De nouveau, un témoignage sur les attentes à l'identité numérique, la réalité du terrain en Lozère. Et enfin, l'apport d'une agence web et surtout comment la région vous accompagne pour surveiller et protéger votre identité numérique. Donc voilà, sans plus attendre, je vais laisser nos experts intervenir sur le sujet. Voici du coup nos 4 experts. Christian Amis de La Mêlée, Laurent Capla de BM Services et bienmanger.com, Claude Donadieu de Lozère Nouvelle et enfin Caroline de Rubiana de Haddock. Et je donne de suite la parole à Christian Amis. Merci. Ce petit point de détail mis en place. Bonjour à tous. Donc, oui, alors déjà, qui je suis, puisqu'on se présente. Si vous avez la curiosité d'aller sur LinkedIn, comme ça, on vient vite dans le vif du sujet, vous verrez que j'ai plusieurs casquettes. Donc, je suis en fait salarié d'IBM en charge de business développement de cybersécurité depuis maintenant quelques années au niveau national. Sinon, j'habite en Occitanie, pas en Lozère, mais dans l'Hérault. Depuis maintenant pas mal d'années et j'ai monté aussi une activité en parallèle de conseil et de formation pour tout ce qui est cybersécurité, RGPD, etc., essentiellement des sensibilisations pour les TPE, PME de la région. Voilà, c'est à ce titre-là que je suis à la fois membre de la Mêlée et en même temps administrateur de la Mêlée depuis quelque temps. Et j'ai une autre casquette qui me servira pour le topo d'après, qui est je suis également officier de réserve citoyenne de gendarmerie attaché à la région ex-Languedoc-Roussillon, donc qui inclut la Lozère également. Et c'est à ce titre-là que je suis intervenu avec la gendarmerie pour préparer ce topo. Voilà, alors définition, donc moi je vais faire la partie, non pas retour d'expérience, mais je vais faire plutôt la partie un petit peu théorique qui va servir de lien, j'allais dire, aux différents retours d'expérience et témoignages. Donc quand on parle effectivement d'identité numérique, on pense tout de suite à finalement qu'est-ce qu'on raconte sur nous sur le site. Néanmoins, tu peux avancer juste d'un cran. Ce qu'on trouve, ce petit schéma, je vous l'ai mis, on le trouve partout sur Internet, ce petit schéma, mais il a le mérite effectivement de bien présenter le sujet de plusieurs définitions qu'on peut avoir sur l'identité numérique. En fonction de qui vous vous adressez, les gens n'auront pas la même vision. Donc, j'ai préféré le remettre un petit peu à plat. Donc, vous avez une première partie qui est liée vraiment à la personnalité vraiment de l'entreprise ou de la personne. Hein. On parle bien d'entreprise physique, enfin, personne morale, personne physique. Ce qui est vraiment à des identifiants, donc, comme par exemple les coordonnées, la profession, donc c'est du descriptif, j'allais dire. Si vous vous adressez à l'État ou à la Poste ou des gens comme ça, ils vont vous parler même de certificat. Quand on parle d'identité numérique, on va penser certification. Voilà. Et vous avez également des sujets qui sont autour de la valeur de la personne, donc quelque chose qui est en plus de ce qui est plus du descriptif, qui a des notions de valeur. Donc, vous avez par exemple tout ce qui est le savoir, ce que je sais, l'avatar, ce que je veux montrer, les hobbies, ce que j'aime. Enfin, on commence à mettre un petit peu de contenu dans cette identité numérique. Il y a également ce que j'achète. Donc là, on commence à valoriser l'identité, puisque ça a une valeur marchande maintenant d'avoir ces informations-là, en plus simplement de vous connaître. Et enfin, tout ce qui est, j'allais dire, lié au comportement et au sentiment, ce que j'appellerais comportement et sentiment. Donc, vous avez la réputation, l'expression de ce qu'on va dire, ce qu'on va laisser comme trace en termes de partage d'informations et de ce qu'on dit. Voilà, donc en gros, vous avez multiples définitions et tout ça, ça se ressent effectivement au travers des réseaux sociaux, des liens, des échanges électroniques, hein, puisque de toute façon, pour dire identité numérique, dit forcément échange entre un individu et des interactions extérieures. Voilà, vas-y. Juste ce petit slide pour rappeler juste un petit détail dans l'identité numérique qui est important pour nous et qu'il faut rappeler, je le dis de temps en temps à des jeunes quand j'ai l'occasion de faire des sensibilisations à des lycéens ou des gens comme ça, tout ce que vous faites sur Internet laisse des traces. Donc, à un moment donné, il ne faut pas oublier ce détail et les hackers, par exemple, le savent très bien et vont aller chercher tout un tas d'informations sur ce que vous laissez comme trace derrière vous. Voilà, c'était juste pour donner un petit panorama très rapide de l'identité, de ce qu'on appelle l'identité numérique, d'après moi.
Voilà, donc deuxième étape, c'était juste pour resituer un petit peu le débat de ce dont on parle. Donc aujourd'hui, bon, vous connaissez peut-être tous déjà cet idéogramme chinois qui signifie le mot crise, qui est à la fois danger et opportunité. Donc je le mets puisque bon, ça n'échappe à personne qu'effectivement depuis maintenant un peu plus d'un an, on peut considérer qu'on est vraiment dans une période d'une crise grave qu'on n'a pas vécu, qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, le côté danger de cette crise? Mes clients ont disparu. Alors, où sont-ils? Alors, déjà, ils ne viennent plus dans les boutiques, ils ne viennent plus nous voir, ils ne nous rencontrent plus, mais je ne peux plus aller les voir non plus. Pour un commercial ou quelqu'un qui est dans une entreprise, je ne peux pas me déplacer. Donc, à un moment donné, il y a vraiment une question à se reposer puisque les clients ont disparu. Deuxièmement, on parle de télétravail. Donc, donc on n'est plus dans les entreprises, on n'est plus du tout dans ce schéma de travail. Et en plus, on va utiliser un outil qui n'est pas régulé ou très peu régulé et qui va très vite. On sait très bien que la moindre trace, la moindre information sur Internet circule 10 fois plus vite, ou même 1000 fois plus vite, j'allais dire, que ce que ça circulait avant. Voilà. Alors, le côté opportunité qui apparaît là, c'est que c'est une fabuleuse opportunité et ceux qui ont, avant la crise, lancé la transformation numérique, quelque part, l'avaient compris. C'est que si je vais aller chercher en termes d'opportunités des nouveaux marchés, je dois modifier mes modèles de vente et également, avec la crise du Covid, mes modèles de travail, puisque je ne travaille plus en présentiel. Voilà. Pour information, je travaille toujours pour la société IBM plus de la moitié de mon temps. Je n'ai pas mis les pieds dans les locaux depuis début mars de l'année dernière. Donc, ça fait plus d'un an que mon badge n'a pas servi. Et pourtant, ça n'a pas empêché effectivement d'assurer une activité complète à distance, mes locaux étant à Paris. Vous imaginez bien que c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé pour nous? La transformation numérique, ça c'est un truc qui est cher à la mêlée, parce que la mêlée est autour de ça, et donc depuis maintenant, j'allais dire, au moins 10 ans, on en entend parler, si ce n'est plus. La seule chose, c'est que là maintenant, elle a été cette année à marche forcée, vous l'avez tous vécu, et je dis souhaité et subi en même temps. Donc voilà, tout ce qui est souhaité. Donc là, on parle maintenant de réseaux sociaux. D'ailleurs, je vais te demander, pendant que je fais le commentaire, de lancer peut-être, on va vous lancer un petit questionnaire en ligne. C'est très simple pour y répondre. Donc, pensez-vous que l'usage d'un réseau social professionnel comporte des risques? Voilà, donc vous cliquez simplement sur ces petites cases et puis derrière soumettre, et puis on va avoir dans quelques minutes le résultat du sondage. Voilà, sinon, donc pendant que je parle, donc les réseaux sociaux, quel réseau social? Je pense que là-dessus, on peut avoir des exemples, et vous en avez, je pense, de nombreux. On parle de réseau social professionnel. Je vais vous donner un petit exemple de IBM nous disait il y a quelques années, il faut aller absolument sur Facebook, tout le monde doit avoir un compte Facebook, tout le monde doit avoir un compte Twitter, c'est obligatoire, et un compte entreprise professionnelle et un compte sur LinkedIn. Et puis, ils se sont rendus compte dans le secteur dans lequel je suis, qui est la cybersécurité, que finalement, Facebook et Twitter ne servent absolument à rien puisqu'il n'y a aucun trafic là-dessus. Par contre, tout se fait sur LinkedIn. Donc, choisissez bien vos réseaux sociaux. Allez-y bien. Si vous devez faire des influences ou autres, ne vous trompez pas effectivement de cible. Donc, là-dessus, les community managers pourront largement vous expliquer comment le mettre en place. Voilà, donc je vois les résultats du questionnaire donc, tout de suite. Pensez-vous que l'usage d'un réseau professionnel comporte des risques? Oui, à 81%. 6, je n'ai pas d'avis. Non, 13%. Donc, écoutez, ce serait peut-être intéressant de le refaire à la fin pour voir si effectivement il y a eu un petit changement ou pas. En tout cas, on va vous mettre en pratique effectivement quelques difficultés sur les réseaux sociaux. Donc, la problématique de la maîtrise de l'identité numérique commence par les réseaux sociaux, lesquels? Les commerces en ligne, on change nos activités. La notion de publication, image d'entreprise, on va tout de suite avoir un témoignage juste après ce slide de la Lozère nouvelle. Oui, j'étais sur Lozère numérique, désolé. Sur la Lozère nouvelle, je suis trop dans mes slides parce que ce n'était pas le bon. Donc, on va parler d'image après. Tout ce qui est échange numérique aussi, donc des notions de sécurité, de confiance, et ça, c'est quelque chose de volontaire. Et puis, on a aussi tout ce qui est identité numérique avec les maîtrises de quelque chose qu'on doit subir, donc les blogs, les opinions de clients, pas toujours favorables. Souvent, on sait bien que les Français sont des râleurs. Donc, généralement, quand ils s'expriment, ce n'est pas souvent pour dire que c'est bien, c'est souvent pour dire que c'est mal. Donc, ça, c'est un problème culturel. Les opinions de clients, les groupes d'influenceurs. On parle d'ingénierie sociale intéressée ou criminelle.
Alors, l'ingénierie sociale, ce que j'appelle intéressée, parce que l'ingénierie sociale peut être positive, elle n'est pas forcément que négative. Exemple, l'utilisation de LinkedIn. Alors, je sais que quelqu'un d'entre vous travaille beaucoup sur LinkedIn et en tout cas conseille des entreprises autour de l'utilisation de LinkedIn de manière assez poussée. Il y a quelqu'un, je crois, qui est effectivement présent aujourd'hui, m'a-t-on dit. Donc, surtout, vous n'hésitez pas à un moment donné, soit dans le chat, soit dire si vous souhaitez prendre la parole pour donner un témoignage. Hein, on n'est pas trop nombreux, ce qui permet quand même une interactivité. Donc, n'hésitez pas aussi à rajouter ou des commentaires ou des expériences vécues. Voilà, ce que je voulais parler en ingénierie sociale intéressée, c'est par exemple quand l'utilisation de LinkedIn, c'est ce que je fais, c'est-à-dire qu'avant d'aller à un rendez-vous, avant de rencontrer un nouvel interlocuteur ou avant de faire un lien avec quelqu'un, vous allez utiliser ce réseau pour savoir effectivement, bien sûr, comparer les réseaux de la personne en question, voir s'il y a beaucoup d'accointances ou pas avec le vôtre, s'il n'y en a aucun, si il apprécie les mêmes personnes, s'il a les mêmes hobbies, il vient de la même école. Enfin bon, il y a plein de sujets qui permettent, grâce à LinkedIn, d'entrer en relation personnelle, j'allais dire, ou professionnelle, avec un individu. C'est ce que j'appelle l'ingénierie sociale intéressée. Et vous pouvez bien aller au-delà, puisque une fois que vous avez connu l'expérience de ces personnes-là, vous pouvez très bien après aller sur d'autres réseaux sociaux pour voir s'il existe et avoir d'autres points d'accroche. Voilà, tout ce qui est criminel, ce que j'appelle criminel, c'est l'ingénierie sociale, où on va effectivement détourner de l'information qu'on va chercher sur LinkedIn ou ailleurs pour pouvoir effectivement usurper votre identité, votre carnet d'adresses, partir sur vos contacts, utiliser vos contacts pour pouvoir vous hameçonner quelque part avec des mails parce qu'on voit que vous êtes en contact avec une personne, etc. Donc voilà, donc ça, attention. Alors, je parle de LinkedIn, il n'y a pas que LinkedIn, mais si à ce moment-là, la personne qui effectivement travaille beaucoup sur LinkedIn, si vous souhaitez à un moment donné prendre la parole, n'hésitez pas à couper votre micro ou maintenant ou après si on a d'autres temps. Et puis après, on passera effectivement un témoignage dans la foulée. Je me permets d'intervenir Bien sûr, rapidement allez-y, du oui, coup. oui. Donc, bonjour à tous, merci. Donc, je me présente très rapidement. Donc, Granier Sophie, moi j'ai une petite agence de communication où on fait essentiellement justement de la gestion et de l'accompagnement de réseaux sociaux pour les entreprises. Donc, ça va, comme on l'a évoqué, de Twitter, Facebook et en passant par LinkedIn. Donc, LinkedIn, c'est aussi un gros atout pour la prospection. Donc, vous l'avez dit, quand on a une réunion, on peut se renseigner. Et quand on veut, par exemple, pour une société, je ne sais pas, prospecter une société en particulier et rentrer directement en contact plutôt que de passer par le mail contact du site internet, par exemple, on va pouvoir retrouver tous les membres de l'entreprise et rentrer en contact avec eux. Donc, LinkedIn, c'est surtout un gros atout de prospection pour les entreprises, à mon sens, et aussi de mise en relation, puisqu'on échange plus facilement via LinkedIn de façon professionnelle plutôt que sur Instagram ou bien sur Facebook ou Twitter. Voilà. Pour la partie Twitter, c'est un autre sujet. C'est vrai qu'il y a très peu d'entreprises qui sont présentes dessus. Par contre, dans les acteurs du digital, il y a beaucoup d'informations et beaucoup de liens professionnels aussi à tisser sur Twitter. Donc, en effet, ça n'apporte pas de trafic, comme vous disiez. Par contre, Facebook, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que Facebook apporte beaucoup de trafic sur les sites internet et d'informations si on l'utilise bien, qu'on est dans des groupes justement selon les entreprises, qu'on soit un restaurant ou une boutique, dans des groupes d'échange sur le sujet, ça apporte pas mal. Voilà. Donc là, ça n'a pas de lien directement avec la cybersécurité. Mais pour revenir sur le sujet de est-ce qu'il y a des risques sur les réseaux sociaux ou pas, de mon point de vue, il y a plus de risques à ne pas être aujourd'hui sur les réseaux sociaux puisqu'on peut créer des pages pour vous, notamment sur Google My Business, et que les gens mettent des avis et que vous ne puissiez pas gérer ou modérer ça. Donc moi, je conseille davantage d'être présent sur les réseaux sociaux plutôt que de ne pas pouvoir modérer, être au courant de ce qui se passe, voire signaler les avis s'il y en a plutôt que de ne pas l'être, et quelqu'un le fera à votre place, un client insatisfait, la plupart du temps. Ok, je vous remercie. Je profite juste, je corrige juste une chose que j'ai dite peut-être trop rapidement. Quand je dis qu'il ne faut pas aller sur Facebook, ce n'était pas mon propos, c'était de dire dans le domaine de la cybersécurité, c'est-à-dire que c'est un marché qui est très particulier, c'est un marché de niche où on va rencontrer des RSSI d'entreprises ou des gens comme ça. Et ces gens-là, aujourd'hui, ont l'habitude professionnellement de ne pas utiliser Facebook. Il est évident que si, par contre, vous avez
un site marchand, que vous avez une association, etc. Et en particulier, ça dépend aussi des régions. Je vois que depuis que je suis depuis quelques années sur la région ici, si on n'est pas sur Facebook, on n'existe pas. Dès qu'on parle à un commerçant ou à un artisan ou à une PME, de toute façon, c'est Facebook, le site, j'allais dire le canal principal générant du trafic et du business, c'est plus Facebook que LinkedIn. Voilà. Le LinkedIn étant pour moi, j'allais dire, grosse entreprise de l'informatique, travaillant avec des gens de la sécurité ou de la cybersécurité, où on ne retrouve pas beaucoup les RSSI sur ce type de canal. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il faut choisir son canal. Moi, je pense que là, vous êtes là pour ça, pour conseiller les entreprises. Voilà. Merci, Constance, de m'avoir précisé ce petit point. Donc, merci à vous, Monsieur Donadieu, d'avoir accepté un témoignage. Vous êtes, donc, si on va effectivement sur les réseaux sociaux, vous êtes un personnage de la région, un personnage très communicant de la région. Donc, et vous allez nous témoigner un peu l'exemple sur Lozère Nouvelle, qui est passé, en fait, justement, qui a fait ce pas il y a peu de temps d'un média traditionnel, j'allais dire, sous forme papier, à passer vers un média électronique. Donc, est-ce que vous pouvez déjà, premièrement, vous présenter un petit peu et présenter cette histoire et surtout cette histoire récente de transfert? Voilà, donc Claude Donadieu, je suis directeur de la Lozère Nouvelle depuis 2013 et directeur aussi de RCF Lozère, qui est une radio associative qui est aussi dans les locaux du journal. Et en fait, l'expérience numérique de la Lozère Nouvelle, elle ne date pas d'aujourd'hui. Il y a plus de 10 ans qu'on avait déjà mis en place un site qui s'appelait 48 Info et qui était, comment dirais-je, la première expérience du journal pour aller sur le net et que nous avons arrêté au mois de mars 2021 pour opérer une transformation avec un nouveau site. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que dans une première démarche, on avait baptisé un site qui ne s'appelait pas le nom de la Lozère Nouvelle, alors que là maintenant, et ça note donc l'importance du projet pour nous, on a repris un site qui porte le nom du journal. Et quand on sait quelle est la valeur de la Lozère Nouvelle en termes de journal et de reconnaissance auprès de ses lecteurs, c'est le signe de la volonté du conseil d'administration qui porte l'association à but non lucratif qui est du journal, de notre volonté de passer d'une version papier à une version numérique. Alors, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que la presse aujourd'hui, qu'elle soit hebdomadaire, qu'elle soit quotidienne au niveau national ou régional, la presse elle est impactée par une baisse des ventes tendancielles. Et elle impacte les gros comme les petits. Et quand bien même nous sommes heureux d'avoir des abonnés fidèles et encore nombreux, on est quand même impacté par cette baisse tendancielle. Et la question se posait de savoir comment on allait se situer dans ce tuilage entre le papier et le numérique. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il fut un temps où la Lozère Nouvelle avait été propriétaire d'un autre journal qui s'appelait Le Renouveau, au Puy, en Haute-Loire. Et dans un temps qui n'a presque pas été le mien, c'était mon prédécesseur qui l'a géré, il y a eu une première expérience de création d'un site web à côté et du journal papier Renouveau. Il y a eu des choix stratégiques qui ont été faits, qui ont amené et qui m'ont amené en 2015 à fermer le journal papier parce que le site du journal Renouveau qui s'appelait Mon 43 avait pris le dessus, mais comme c'était un journal gratuit, il a provoqué quelque part la déshérence du journal papier. Alors aujourd'hui, nous, dans la culture de l'entreprise La Lozère Nouvelle, on a voulu repartir sur cette nouvelle aventure, mais en ayant, comment dirais-je, été douché froid
par cette première expérience. Et donc, toute notre stratégie d'aller vers le numérique a été, comment dirais-je, imprégnée d'une prudence et de se dire que ce qui nous fait vivre aujourd'hui sur un journal qui compte 15 salariés, c'est la vente du papier, et que le développement d'un site numérique ne peut être conçu et ne peut être valable que s'il apporte une dimension économique intéressante. Il ne s'agit pas pour nous de nous tirer une autre balle dans le pied et de démolir ce journal auquel on tient tant. Donc, en quelque sorte, en fait, la version numérique ne se substitue pas en aucun cas à la version papier. Et est-ce que vous voyez effectivement aussi une différence en matière j'allais dire, d'image qui est perçue par vos auditeurs, votre identité, en fait, l'identité du site, la façon dont l'audience vous perçoit? Est-ce qu'il n'y a pas j'allais dire peut-être un problème d'image entre les deux canaux de communication que vous avez? Alors justement, l'image de la Lozère Nouvelle, c'était l'image d'une vieille dame. Hein, on a 77 ans et on est tellement ancré dans le territoire du département et on a beaucoup de correspondants locaux qui font remonter des informations dans nos pages locales, que la Lozère Nouvelle était, passez-moi l'expression, c'est presque une institution. Et c'est un journal papier qui est très lu et qui a très peu évolué, un petit peu dans la maquette, mais le cœur du journal et ce qui a fait son succès, c'est les pages locales. Et quoi qu'on en dise et quoi qu'on fasse, chaque semaine, c'est un peu toujours la même histoire. On parle des gens, et Dieu sait si c'est difficile aujourd'hui, dans les conditions que nous connaissons tous, de faire remonter de l'information locale très, très vivante, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais si vous voulez, l'image de la Lozère Nouvelle Papier était l'image d'un hebdo proche des gens, mais qui était une image un peu vieillissante. Notre volonté, à travers le nouveau site, c'était de garder cette proximité, mais en extrayant, ou plutôt en utilisant les nouvelles technologies d'aujourd'hui pour apporter quelque chose de plus à une population qui, de toute façon, a suivi le cours de l'évolution technologique. Et les Lozériens aujourd'hui, comme les Français, sont capables d'aller sur le net, sont capables de télécharger une vidéo, etc. Donc, en fait, on a voulu conserver tout ce qui fait le plus du journal en tant que sérieux, en tant que l'image d'une population et d'un vécu et d'un territoire, mais en amenant aujourd'hui, à travers le site, quelque chose qu'on pouvait bien sûr ne pas faire avec le papier, c'est-à-dire des témoignages audio, des interviews, des séries de photos, tout ce que rend possible l'Internet aujourd'hui. Alors, vous parlez des internautes, des gens qui ont la possibilité d'aller s'informer aussi sur Internet. Je crois savoir que votre journal passe aussi par une diffusion et des reprises de contenu sur des réseaux comme Facebook ou Google Actu, etc. C'est-à-dire que pour vous, les réseaux sociaux, c'est plutôt une opportunité ou une menace, justement, puisque vous parliez des internautes qui peuvent aller chercher l'information partout? C'est les deux. C'est une contrainte aussi. C'est une opportunité parce que quand on regarde les flux qui viennent vers nous, qui viennent sur le site, heureusement qu'on a quelqu'un qui a un pourcentage de son temps dédié à la gestion de Facebook, par exemple, pour ramener des internautes sur le site. Ça, c'est vraiment une opportunité. Après, c'est peut-être aussi une contrainte des réseaux sociaux, puisque en tant que directeur de la publication, je suis responsable du contenu. Et j'ai été d'ailleurs amené à poser une question finalement qui a été reportée à tous mes collègues de la PHR sur la responsabilité de l'éditeur par rapport
à la gestion d'un site de nos pages Facebook. Lorsqu'il y a des messages qui sont inconvenants, qui sont porteurs de haine, de messages insultants, etc. Et quelle était notre responsabilité? Parce que j'ai été interrogé et puis on m'a demandé par ministère d'avocats de retirer des éléments qui avaient été postés sur Facebook, qui n'étaient pas bien sûr de notre responsabilité, mais que devait-il en être? Alors, les services juridiques de la presse nous ont fait une réponse qui est claire, par exemple, c'est qu'il est de la responsabilité de l'éditeur de la presse, sur ses pages Facebook, de retirer un message inconvénient le plus rapidement possible. Alors évidemment, ça ne peut pas être dans la seconde, parce qu'on ne peut pas être, on peut pas avoir les yeux fixés et rivés sur nos pages Facebook immédiatement, mais après, ça serait peut-être au juge d'en convenir et de la rapidité de notre action, mais ça nous a obligés, au niveau de la rédaction, à nous répartir la tâche de surveillance du réseau social pour être en capacité de pouvoir supprimer certaines observations qui revenaient sur notre page. Sinon, on aurait pu nous accuser de laisser passer des messages qui n'avaient pas lieu d'être. Donc, c'est à la fois une opportunité, parce que ça nous ramène des visites et c'est super important, mais ce qu'on n'avait pas perçu forcément au départ, c'est aussi une charge supplémentaire. Très bien, merci. On reparlera de la charge après dans les quelques conseils autour de l'animation justement de tous ces sujets. Dernière question pour conclure, Monsieur Donadieu, si vous le permettez. Un mois après le lancement du site, je crois que ça fait un mois, Oui. Est-ce que vous avez quelques premiers retours positifs ou négatifs ou des changements par rapport justement à cette image que vous avez ou par rapport à ça? Un peu retour d'expérience après un mois. Écoutez, franchement, on est fiers du résultat. L'accouchement a été difficile. On va dire que c'était un siège parce que on a travaillé beaucoup avec Laurent et toute son équipe pour créer un site qui nous ressemblait et qui n'était pas simplement une copie conforme d'un modèle lambda qu'on retrouve partout. Et ça a été important pour nous parce que le passage au numérique, même pour une rédaction et le personnel d'un journal qui est dans un train-train depuis si longtemps, il n'était pas évident. Et donc, il fallait vraiment que ce site-là, il nous ressemble et que tout le monde s'y retrouve. Il y a eu des exigences et ça a peut-être un petit peu provoqué un allongement des délais sur la mise en place du nouveau site. Mais aujourd'hui, en tant que directeur, je suis fier de ce qu'on a produit, ce qu'on a fabriqué, avec Laurent en particulier, et mon équipe aussi. Et alors après, ça, c'est le côté entreprise. Sur le côté de nos lecteurs, on se félicite aujourd'hui d'avoir des visiteurs au quotidien de plus en plus nombreux et qui, pour le retour que j'ai, sont vraiment très intéressés par cet outil qu'on a mis à leur disposition. Alors, tout n'est pas parfait, hein, parce que je me suis aperçu que c'est en fait très technique et que ça fourmille de détails. Comme on dit, le diable se cache dans les détails. Et donc, chaque jour nous amène un nouveau petit souci à régler. Mais quand on voit que chaque jour, on a des lecteurs nouveaux qui viennent nous voir parce qu'ils n'arrivent pas à se connecter, c'est une bonne nouvelle et qui est un petit peu agaçante aussi quelque part, parce que tout n'est pas lisse, mais que des gens veuillent venir nous voir et nous retrouver sur le site et s'abonner alors qu'ils n'étaient pas abonnés auparavant, c'est du pain béni. Donc, à nous d'ajuster tout ça. Je suis sûr qu'il y a encore un gros travail à faire, mais on est, je suis convaincu, on est sur la bonne voie
le modèle économique d'un journal numérique, il n'est pas évident. Nous, on a fait le choix que le modèle économique du journal numérique tienne compte de l'appui qu'il donne au journal papier. On croise les doigts. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Je retiens un certain nombre de choses qui sont importantes dans ce que vous avez dit. Sur les sujets techniques ou les tracasseries techniques, je pense que Laurent aura l'immense plaisir de pouvoir revenir sur un certain nombre de choses après, et entre autres l'apport effectivement d'une agence pour faire ce genre de choses sur les aspects techniques. Je retiens une chose qui est importante aussi, ce que vous avez dit, c'est que vous êtes allé en réfléchissant, vous êtes passé du non numérique au numérique, en cherchant à avoir une image de quelque chose qui vous ressemble, une identité de quelque chose qui vous ressemble. Vous l'avez dit à plusieurs reprises. La difficulté, je pense, première, c'est de savoir finalement à quoi veut-on ressembler et quelle est notre identité. Est-ce qu'on est capable déjà de la définir en interne? Donc, je pense que rien que ça, en termes de positionnement, ça peut être très important et vous avez passé le temps pour le faire. Alors, peut-être dernière précision, si vous pouvez prendre 30 secondes. Je suis aussi, donc, je l'ai rappelé en introduction, le directeur de RCF Lozère. Et c'est une radio associative. Par contre, là, j'ai été amené à déposer plainte auprès de la gendarmerie de la Lozère pour je sais pas, quelqu'un qui est intervenu dans la gestion automatique et informatique des dons des bénévoles, des dons que nous recevons, et qui nous a complètement écrasé le fichier qu'on avait. Et j'ai déposé plainte, mais il n'y a eu aucun recours, aucun retour. Mais donc, il faut quand même que vraiment, c'est important que les gens soient conscients qu'on est sur le numérique, sur un monde dangereux, quoi. Je ne sais pas comment le dire, mais nous, on a été impactés en tout cas. Ok, merci pour cette transparence. Je reviendrai avec ma casquette de gendarmerie, si vous le voulez bien, sur le sujet après, justement, sur les conseils. Et comme je savais que vous alliez peut-être citer ça, vous l'aviez évoqué, la gendarmerie, donc sans citer effectivement le nom, a mentionné dans les slides que vous verrez après, sur ce qui se passe en Lozère pour vous faire toucher du doigt justement les types de risques qu'il y a. Voilà, merci beaucoup. Oui, Christian, parce que je ne sais pas si on est bien dans le timing, mais comme c'était je pense qu'on doit dépasser un petit peu d'après. J'avais juste une question à monsieur Donadieu sur parce qu'il est passé rapidement sur la modération du chat ou des commentaires sur le site. Et je voulais savoir comment il a dit qu'il l'entreprise y passait un peu de temps, et je voulais avoir quelques précisions sur comment ce travail est fait. Parce qu'il y a quand même, en l'occurrence, un dilemme entre la liberté d'expression laissée, j'imagine, aux lecteurs aussi sur le site et la nécessité de modérer. Vous avez mentionné que c'était un peu de temps passé, mais comment plus précisément vous l'organisez? Alors, si vous voulez, aujourd'hui, il y a 6 journalistes à temps plein, à contrat durée indéterminée. On a eu la joie d'accueillir 2 nouvelles journalistes depuis moins d'1 an. Je crois qu'aujourd'hui, dans le monde de la presse, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Donc, ça témoigne de la volonté pour nous d'investir dans le numérique et de le traiter et d'y passer du temps. Donc, il y a quelqu'un qui est chargé, une journaliste dans, on va dire, 20% de son temps, qui est chargée de veiller sur les réseaux sociaux. C'est dans son temps de travail où elle est vraiment en charge de veiller globalement sur la gestion des réseaux sociaux. Et puis, ça nous a amené aussi, au niveau de l'équipe de la rédac, de se partager la tâche. Et on s'est dit que par rapport au post que chacun d'entre nous mettait, par exemple, sur Facebook, il revenait à chacun des journalistes, individuellement, personnellement, de gérer le chat et les discussions. Donc, on s'est partagé ça. C'est un travail à la fois collectif et qui ramène quand même à la responsabilité personnelle de chaque journaliste. Voilà. Mais, mine de rien,
c'est un travail supplémentaire. Et autre précision aussi, avec le télétravail sur une entreprise comme la nôtre, ce qu'on a pu observer, c'est que les journalistes ont tous tenu à rester sur place. Ils n'ont pas voulu faire du télétravail parce qu'on est dans la presse, on a besoin de partager. Des fois, on se frite, des fois, on rigole. Mais les journalistes ont tenu tous. On a la chance d'avoir des locaux qui nous permettent chacun de travailler à la fois en sécurité et de partager sur un open space. Donc, ce choix-là, il a été fait par tous, en toute liberté. Hein. Moi, j'ai évidemment forcé personne, mais le télétravail n'a concerné que des administratifs purs et qui sont bien sûr restés chez eux, mais sans que ça ne nous contraigne du tout sur le fonctionnement du journal qui est sorti toutes les semaines à l'heure. On n'a pas été impacté grâce au numérique. Je retiens dans votre propos, et ça peut intéresser donc les autres participants à la réunion, que ce travail, c'est un travail de journaliste quand même. Vous l'avez confié à des journalistes et il faut quand même avoir un rapport à l'écrit et aussi une connaissance quand même du juridique qui entoure tous les propos qui peuvent être tenus par les uns ou les autres, qui est difficile à gérer et que vous abordez sur l'angle journalistique. Tout à fait, et aussi une déontologie. C'est ça. Et celui qui vous parle vient de sortir un journal aujourd'hui, la Lozère Nouvelle, où il y a un témoignage fort d'un attaché parlementaire qui a vécu, qui a travaillé pendant 3 ans avec le député de la Lozère. Et c'est un témoignage très, très fort et qui l'impacte beaucoup. Et donc, c'est une sacrée responsabilité pour nous de poster et de publier ce genre de papier. Merci à vous, Monsieur Donadieu. Deuxième témoignage. Donc, nous avions une entreprise de Lozère qui est passée du non numérique au numérique. Maintenant, on va passer à bienmanger.com, qui n'est qu'une entreprise numérique, si j'ose dire, née dans le numérique. Donc, Laurent, est-ce que tu peux débloquer ton micro si ce n'est pas déjà fait? Voilà, on va te laisser parler effectivement de cette expérience d'une entreprise 100% numérique. Alors, la première question que j'ai à te poser, pour un pure player né sur Internet, identité numérique et identité, c'est la même chose. Il n'y a pas d'autre type d'identité, justement. Donc, est-ce que tu peux déjà nous reparler un petit peu de ton parcours et de cette entreprise? Bonjour à tous. Oui, bienmanger.com, c'est ce qu'on appelle un pure player, c'est-à-dire c'est une entreprise qui est née sur Internet et avec Internet il y a 20 ans à peu près en Lozère. Et pour une très grande majorité de nos interlocuteurs, de nos clients, de nos partenaires, nous sommes uniquement un site Internet. Il y a près de 10 millions de personnes qui visitent Bien Manger chaque année. Tous ne passent pas des commandes, malheureusement. Mais pour toutes ces personnes, nous sommes un site Internet. Quand ils pensent à bienmanger.com, ils pensent à ce .com et ils pensent à des interfaces graphiques. Donc, notre identité, de la même façon que pour M. Donadieu, quand un Lozérien pense à la Lozère Nouvelle, il imagine un journal qui a un certain format, une certaine épaisseur et qu'il lit chaque semaine. Mais pour nous, nos interlocuteurs, quand ils pensent à Bien Manger, pour une très grosse majorité, ils pensent d'abord au site. Et presque la question, dans notre cas, ça a été d'inventer une identité non numérique, notamment quand on est sur le territoire. Pour des salariés, on est aussi un lieu, un local, un lieu de travail, une équipe. Pour des partenaires locaux aussi, on va avoir une incarnation physique, humaine. Et donc, c'est cette identité-là, entre guillemets, notre identité physique, une identité de second niveau. Mais on est avant tout défini par notre identité numérique. Et cette identité numérique, c'est quoi? C'est avant tout ce qu'on publie. Ce qu'on publie, c'est à la fois des fichiers on va dire, c'est une enveloppe technique qui est peu visible, et c'est des contenus. Des contenus, c'est des textes, des photos, des vidéos. On est connu pour cet ensemble de contenus. Et donc, notre identité, j'ai tendance à considérer, c'est un peu la slide, Christian, que vous mettiez au tout début, c'est je suis ce que je publie. Et je ne peux pas en vouloir à des internautes de me définir parce ce qu'ils voient de moi. Alors après, je suis un peu plus que ce que je publie. Il y a aussi, comme vous avez dit, ce qu'ils voient de moi ailleurs que sur mon site, sur des journaux,
parler de Lozère Nouvelle, sur des réseaux sociaux, on a parlé de, je sais pas, de LinkedIn, de Facebook, on pourrait parler des avis clients, on pourrait parler de blogs, on pourrait parler de comparateurs, de tous ces niveaux tous ces sites, tout cet écosystème web va parler à un moment donné, enfin, cet écosystème web qui va s'intéresser à ce qui se passe en Lozère ou à la gastronomie en ligne, risque un jour ou l'autre de parler de bienmanger.com et donc va renvoyer un petit reflet ou un petit brin de lumière pour mettre en valeur une facette de notre identité. Et donc, comme notre identité, ce n'est que la somme de toutes ces mises en valeur, l'important pour définir cette identité, c'est de faire très attention à ce que l'on produit. Et finalement, ce qui est amusant, c'est que nous, on est épicier, on est e-commerçant épicier, mais on retrouve le même problématique que le mot de conclusion de M. Donadieu. Pour chaque contenu publié, il faut se poser la question, est-ce qu'il apporte quelque chose? Est-ce qu'il ne me dénature pas? Quand je mets en avant je sais pas quoi, des pieds de cochon du Cantal comme cette semaine, c'est un peu moins grave et lourd que quand je mets en avant des enquêtes politiques comme M. Donadieu. Mais n'empêche qu'à mon niveau, sur mon identité, à chaque fois, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on publie, de la qualité textuelle et photographique de ce que l'on publie. D'accord. Alors, on a parlé de ce qu'on publie, de l'image, peut-être un petit peu de la surveillance de cette image. Vous en avez dit déjà quelques mots. Maintenant, dans le thème de la journée, enfin du webinaire, il y a aussi la partie protection de cette identité numérique. Donc, est-ce que vous pouvez témoigner également sur comment ça se traduit, cette protection en fait de cette identité de votre côté? Voilà, vous avez déjà évoqué un petit peu le contenu, la surveillance, etc. Maintenant, c'est plutôt l'axe protection que j'aimerais bien que vous nous définissiez et qu'avec un petit peu de retour d'expérience. Alors, la première des protections, quand on s'appelle bienmanger.com, c'est de blinder les noms de domaine et les marques. Alors, les marques, c'est un peu compliqué parce que bien manger, c'est ce qu'on appelle une inscription descriptive. Donc, c'est difficilement protégeable en tant que marque. On peut le faire. Alors, après, s'il y a des avocats dans la salle, sur des logiques semi-figuratives, mais c'est des marques plutôt faibles, plus que descriptives. Par contre, en nom de domaine, aujourd'hui, autour de bien manger, des expressions comme bien manger, avec des tirets, sans R, avec des .com, .fr, .de, .es, .co, .uk, on doit avoir une centaine d'extensions différentes autour de bien manger pour protéger ces noms de domaine et éviter qu'il y ait du cyber-squatting, c'est-à-dire des sites qui se créent, qui viennent se positionner sur des noms de domaine similaires et proches. La deuxième logique de la protection, c'est, comme je dis, on produit des contenus de qualité, c'est de sécuriser le site, d'éviter que des tiers puissent venir publier des contenus à notre insu, des contenus qui seraient malveillants par de l'injection de code, par exemple. Donc, la logique de sécurité informatique du site est importante. Il faut la surveiller en permanence, détecter qu'il n'y ait pas de failles qui apparaissent, détecter qu'il n'y ait pas d'intrusion qui apparaissent pour pouvoir réagir très vite. Parce que si on laisse faire ça pendant quelques heures, potentiellement, on peut mettre un coup de canif dans notre identité à nous. C'est enfin un travail de veille, la protection de notre identité, de savoir ce qui se dit sur des canaux que on va dire internes à l'entreprise, par exemple les avis clients, c'est interne ou via des partenaires, sur des réseaux sociaux, sur des sites de partenaires qui auraient des zones de commentaires. Donc, en permanence, mettre des alertes, avoir des outils qui vont sniffer le web pour essayer d'identifier chaque fois qu'il se dit des choses, qu'est-ce qui se dit, et est-ce que c'est légitime ou est-ce qu'il faut apporter un démenti ou entamer des démarches pour se protéger. Monsieur Donadieu a fait tout à l'heure mention d'un cas dans le passé d'un tiers qui a, par voie d'avocat, demandé le retrait de commentaires sur un site de journal. Il peut nous arriver de faire le même type de choses si on estime qu'on est accusé faussement de quelque chose. Et donc, pour protéger notre identité, on va appeler ça de la e-réputation curative, c'est-à-dire résoudre des problèmes. Mais il peut nous arriver d'entamer ce genre de démarche. D'accord. Il y a un petit sondage, je crois, qu'on pourrait envoyer, Constance, pour ma dernière question pour M. Kapla. Est-ce que vous pouvez partager quelques cas pratiques qui vous ont marqué récemment sur des soucis que vous avez eus éventuellement à gérer
ou des retours que vous auriez à nous donner ou des conseils pratiques. On parlait en l'occurrence des sauvegardes, c'était un sujet qui était important et que vous aviez à cœur dans la partie protection. Donc, je crois qu'il y a une petite question qui est effectivement lancée pour tout le monde. Avez-vous des sauvegardes de votre site sur des serveurs distincts de vos serveurs d'hébergement? Moi, je vais rebondir sur cette question pour dire que pour nous, en particulier, elle est particulièrement d'actualité puisque nous hébergions le serveur de Bien Manger, les serveurs d'autres clients de l'agence BM Service sur un bâtiment OVH à Strasbourg qui a brûlé. Donc, ça veut dire que du jour au lendemain, toutes les données partent en fumée. Et dans ce cas-là, on commence à se poser la question de sauvegarde. Alors, bon, nous, dans notre plan de reprise d'activité, pour nous et pour nos clients, on gère des sauvegardes avec une fréquence jusqu'à présent de 24 heures. Et donc, on peut repartir à H-24. Mais même si on peut repartir à H-24, le temps de redéployer quand des centaines de milliers de sites en France en parallèle recherchent frénétiquement des ressources serveurs à droite à gauche, ça crée pas mal de perturbations. Dans cet incident, notre chance est d'avoir anticipé ou d'avoir structuré une politique de sauvegarde et on a pu redémarrer tout le monde avec des données H-24. Malheureusement, on voit dans les forums qu'il y a un certain nombre de clients d'OVH qui ne dépendaient que des sauvegardes d'OVH et les sauvegardes ont brûlé avec les serveurs. Donc, ces clients-là ont quasiment tout perdu. On voit des entreprises dire on doit repartir de zéro, recréer un site. On n'a plus notre site. On avait un site, on avait des clients, on avait du chiffre d'affaires, on repart, il n'y a plus de site. La boutique, elle a brûlé. Nous, chez nous, on a pu tout rétablir dans les jours qui ont suivi, tout remettre en route à l'état de 24 heures avant. Donc, mais en termes d'identité, ben voilà, du jour au lendemain, si votre identité elle est 100% numérique et les fichiers brûlent, il n'y a plus d'identité. Vous venez de mourir. Vous n'existez plus. Donc, la capacité, alors, si je suis Harry Potter, je vais parler de Phénix, mais de renaître de ses cendres très rapidement, c'est pas si évident. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on voit aussi apparaître suite à cette campagne de sensibilisation massive à l'échelle nationale liée à l'incident OVH, on voit apparaître beaucoup d'entreprises qui se questionnent aujourd'hui, qui disent, au fait, mes sauvegardes, bon, ok, il y a un addendum sur le devis, mais comment ça marche? Et comment on peut faire? Et où on a même eu, ce qui m'a surpris, on a eu des contacts d'entreprises qui sont venus vers nous en disant, bon, moi, je n'ai pas été impacté par OVH, mais par contre, je me suis aperçu que je n'avais pas de sauvegarde. Est-ce que vous pouvez nous proposer quelque chose en sauvegarde? Je vais donner un autre exemple de surveillance et de risque dans un registre complètement différent. Nous, on travaille avec beaucoup de marques de l'agroalimentaire en épicerie et on s'aperçoit que l'utilisation de ces marques, par exemple sur des réseaux publicitaires, ne serait-ce que sur des AdWords de Google, est problématique. On a parfois de la concurrence d'entreprises qui font du parasitisme, c'est-à-dire qui se mettent à venir annoncer sur le nom de marque alors qu'elles ne sont pas distributrices de ces marques. Et donc derrière, il faut faire en permanence des revendications de marques pour nous ou pour le compte de ces entreprises pour protéger ces marques d'effets parasiteurs d'autres marques qui cherchent à capter du trafic sur leur dos. Et ça, c'est quelque chose qui nous arrive de faire plusieurs fois par an. Je vais donner un troisième exemple parce qu'il est d'actualité depuis le 1er avril. Au sens de la RGPD, on parle maintenant de demander l'autorisation aux internautes de leur déposer des cookies. On appelle ça le cookie management. Cookie management, c'est pas la gestion fine de votre stock de cookies à la cuisine. Hein. Ça ne se gère pas entre vous et vos enfants, c'est sur le site. Il y a des amendes à la clé. La CNIL a commencé des premières sanctions. Donc, c'est une forme de message marketing de la peur pour inciter les propriétaires de sites à le faire. Aujourd'hui, en France, je pense qu'on peut dire qu'il y a à peu près plus de 90% des sites qui ne sont pas conformes à ces injonctions de la CNIL en termes de cookie management. Et se rendre conforme, même s'il existe des solutions open source ou en mode SaaS, Tarte au citron, par exemple, pour le mode open source ou Acceptio pour le mode SaaS, ce n'est pas si évident que ça prend un peu de temps. Et aujourd'hui, en théorie, même si on peut imaginer que quand on est une PME ou une TPE en Lozère, un acteur comme la gendarmerie locale fera preuve d'abord de pédagogie, mais aujourd'hui, nul n'est censé ignorer la loi et une majorité du web français est hors la loi. Ça a été un chantier en janvier sur bienmanger.com. Je dirais un dernier point en termes de protection
qui pour moi est sous-évalué et sous-médiatisé, c'est la question des bots. Alors, les bots, c'est quoi? Les bots, c'est pas ce qu'on met au pied pour aller aux champignons. Les bots, c'est des petits robots. Alors, il y a des robots qui sont gentils, qui viennent, je peux pas indexer votre site pour qu'il sorte bien dans Google, et puis il y a des bots malveillants. Il y a des bots malveillants qui viennent, je peux pas sniffer votre site pour aspirer tous les contenus. Et c'est ainsi que des sites, des fois, voient apparaître un clone malveillant de leur site sur un domaine similaire pour faire du phishing ou capter ou détourner leurs clients. Un bot malveillant, c'est un bot aussi qui vient en permanence surveiller différents composants de votre site pour voir s'il ne trouve pas des failles et envie de lancer des attaques. Pour donner un chiffre qui va vous faire peur, aujourd'hui, on estime que dans le volume des requêtes en France, dans le monde, sur le web, à peu près 30% à 40% des requêtes au global sont issues de bots. Donc, ce ne sont pas des requêtes issues de comportements de vous, de moi, d'utilisateurs qui sont en train de naviguer sur Internet, mais 30 à 40% des requêtes qui transitent sur le réseau Internet sont issues de bots. Alors là-dedans, il y a une grande partie de bots, encore une fois, de gentils bots, mais il y a une partie de bots bizarres. On voit passer, nous, tous les jours sur les sites que nous hébergeons, des bots qui arrivent, je crois, de Corée, de Russie, de Chine. Bon, je sais qu'en Lozère, on est particulièrement scruté partout sur la planète parce qu'on est toujours en avance, mais bon, de voir autant de bots venir des quatre coins du monde sniffer des sites pour une partie lozérien et pour une autre grande partie régionaux, ça ne laisse pas de nous étonner. Aujourd'hui, ce n'est pas interdit de créer un bot et d'aller renifler tout un tas de sites partout sur la planète. Mais pour moi, ça va devenir un enjeu de sécurité dans les prochaines années. C'est une question qui, à mon avis, va évoluer. Il y a très peu de solutions aujourd'hui de bot management. J'ai entendu parler de Datadome en France, mais il y en a très peu à part ça. Voilà, entre guillemets, à court terme, quelques exemples très concrets et qui sont passés ces dernières semaines de menaces, entre guillemets, auxquelles un site comme bienmanger.com, qui encore une fois qu'une PME et qu'une épicerie fine sur le Cause de Sauveterre, est confronté en développant une identité numérique. Voilà, mais d'autant plus criant que, j'allais dire, vous êtes 100% digital et depuis le début. Donc, j'allais dire peut-être encore plus vulnérable qu'une entreprise qui est mixte ou qui a une activité mixte, puisque vous, c'est vraiment c'est 100% de votre image, pour reprendre l'introduction. Donc, encore plus, j'allais dire, encore plus à protéger, puisque là, vous avez quand même 100% de l'activité qui est en ligne. Voilà. Le côté numérique a ses atouts. Quand une crise comme le Covid arrive, on n'est pas obligé de fermer. Oui. Quand des grandes manifestations de gilets jaunes bloquent les épiceries fines de centre-ville, quand on est sur le Cause de Sauveterre, il arrive peu souvent qu'il y ait des grandes manifestations de gilets jaunes qui bloquent les voies de communication. Terrain de jeu différent, contraintes différentes. On échappe à ces risques-là, risques pandémiques que l'on vit aujourd'hui tous. Par contre, en étant sur le monde digital, on s'expose à de nouveaux risques qu'il faut apprendre à connaître, comprendre, et si ce n'est à annuler, parce que ce n'est pas possible, mais il faut arriver à les réduire et à avoir adopter une série de bonnes pratiques pour éviter qu'en effet, qu'ils puissent vous mettre trop à mal. Merci. Constance, tu peux nous dire si l'ensemble des auditeurs est plutôt prudent sur ces sauvegardes ou pas? Donc, on peut dire qu'il y a 70% des participants qui doivent se poser des questions à la suite de la réunion. Voilà, normalement, oui, ça devrait susciter quelques interrogations, en tout cas, sur ce sujet. Et voilà, on va revenir après un petit peu plus sur les sujets techniques. Et Laurent aura l'occasion de reparler, j'allais dire à nouveau, dans le cadre de son autre activité un petit peu technique. Alors, je reprends juste un petit peu la parole, mais j'ai déjà eu plein d'illustrations sur ce que je vais vous dire. Donc, c'est plus ça va plus être un résumé finalement. Protéger son identité numérique. Donc, savoir, moi, ce que j'ai mis, la première chose, c'est déjà savoir l'identifier. Donc, vous avez vu déjà dans les témoignages que c'était important de savoir l'identifier, de savoir la définir déjà aussi. Et puis, je vais donner un petit exemple tout simple sur la notion de client quand on parle alors, on va parler de RGPD. J'ai voulu juste zoomer sur un seul point qui est important.
qui m'a été effectivement donné par des experts comptables quand ils valorisent une société, qu'on valorise effectivement les actifs immatériels d'une société au sujet du RGPD. Beaucoup de gens voient le RGPD qui a déjà été cité comme étant une grosse contrainte, mais un fichier client, quand on est dans le numérique, c'est vital. Enfin, c'est vraiment la base du sujet. On voit bien même une boutique qui n'avait pas de fichier client, si elle ne sait pas joindre ses clients quand ses clients ne viennent plus parce qu'il y a le Covid ou autre, elle est bien embêtée. Donc, elle est obligée maintenant, tout le monde, y compris en présentiel quasiment, est obligé de se créer quelque part un fichier client. Et des clients actifs, on parlait de consentement en fait sur les clients, ne serait-ce que pour recevoir une newsletter, qui est quelque chose qui vous met en relation et qui vous maintient la relation entre le client et l'entreprise. Mais pour une newsletter, vous savez tous qu'il faut du consentement. Les experts comptables m'ont dit qu'une fois, ils survalorisent une société qui n'aurait que 500 clients, mais qui ont donné leur consentement correctement et bien dans les règles de l'art au niveau du RGPD, plutôt que d'amener un fichier de 5000 clients venus racheter de l'extérieur, etc., et qui vient d'on ne sait où. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on a 500 clients intéressés par recevoir de l'information de votre part. Donc, le monde numérique et le monde du RGPD permet à un moment donné, dans le lien que vous avez avec vos clients, d'avoir une valorisation même de l'entreprise qui se monnaie. Voilà, c'était le message que je voulais avoir sur la notion de monnayer quelque chose qui est immatériel comme et qui tourne autour de l'identité numérique. Alors, maintenant, quelques conseils sur la partie maîtrise. Donc, bien sûr, et ça, vous l'avez compris, c'est repérer vos influenceurs. Je mets suivre les blocs et intégrer des groupes de clients. Certains community managers n'hésitent pas, et on pourra peut-être avoir des témoignages à la sortie encore tout à l'heure, intégrer des groupes de clients, c'est-à-dire à se faire passer quasiment pour un client, intégrer des groupes de discussion sur tel et tel sujet, pouvoir rentrer dans un blog ou dans un forum autour d'une idée alors politique ou autre, une publication, de manière à pouvoir réorienter éventuellement les débats. Quand on voit que les débats commencent à partir un peu dans des sujets non souhaités ou dans des lignes non souhaitées, ils peuvent, en tant que clients, remettre un peu les gens dans le bon axe. Voilà, alors ce que je mets aussi, c'est agissez, réagissez. On parlait de LinkedIn tout à l'heure. Quand vous postez des choses sur LinkedIn, des documents, etc., les gens vont vous écrire, vont vous faire des commentaires, etc. N'hésitez pas à les remercier, n'hésitez pas, enfin, on parlera de LinkedIn et je pense qu'on pourra avoir encore un témoignage sur l'usage de LinkedIn complémentaire à la fin si on a un petit peu de temps, mais il faut vraiment à chaque fois prendre du temps pour agir, réagir, etc. Alors, autre petit conseil qu'on ne fait pas assez, et vous verrez dans les cas que je présenterai de la gendarmerie, ça aurait peut-être suffi peut-être pour déjouer un problème qui a eu lieu, c'est ce que j'appelle Googleisez-vous. C'est très mal traduit, mais c'est en gros, allez chercher vous-même l'information vous concernant sur Internet et faites-le régulièrement. On a tendance à pas assez le faire. Quand je dis vous, c'est votre entreprise. C'est pour savoir à quel endroit, finalement, en tapant simplement dans un moteur de recherche, à quel endroit on va trouver de l'information sur vous et laquelle. Voilà. Après, des petits détails aussi, par exemple, vérifiez vos mots de passe. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. C'est important quand on est sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a beaucoup d'usurpation de réseaux sociaux, de données qui sont piratées. Et à partir du moment, bon, par exemple, il y a le cas de LinkedIn en mai 2016 qui s'est fait voler tout un tas de données personnelles, donc dont les mots de passe, les identifiants, etc. Vous tapez simplement votre mail, vous tapez Enter et ça vous dit effectivement si quelque part des mots de passe associés à cet email circulent quelque part sur le net. Et là, moi, je trouve pour ma part, et vous trouverez tous vraisemblablement, que LinkedIn en fait partie. Donc, typiquement, mon user ID LinkedIn, qui n'est autre que mon mail que j'utilise pour rentrer sur tous les autres sites et sur tous les autres réseaux locaux, a bien été hacké avec le mot de passe de LinkedIn. Donc, d'où l'importance, si c'est le cas, de changer tous les mots de passe et d'avoir un mot de passe, mais ça, c'est des bonnes pratiques, différents sur chacun des réseaux sociaux. Sinon, n'importe qui peut y aller et usurper votre identité et prendre la parole à votre place. Donc, c'est quelque chose qui est important à connaître. Voilà, bon, ça, on l'a déjà dit et je remercie M. Donadieu aussi tout à l'heure de l'avoir dit. Hein, c'est du temps, de la sensibilisation. Je parle de famille et de collaborateurs aussi pour tout ce qui est autour de l'identité numérique, ne serait-ce que pour les problématiques d'ingénierie sociale. Et une aide extérieure pour un nouveau métier. Comme on le disait aussi tout à l'heure dans les témoignages, ça ressortait également. C'est une nouvelle façon de travailler. Donc, on va mettre des journalistes à faire une partie d'activité qu'ils ne faisaient pas avant.
Ils n'en ont pas forcément l'habitude, ce n'est pas forcément leur formation initiale. Alors, je parle de journaliste, mais je pourrais parler de n'importe quel autre corps de métier. Ce n'est pas forcément la formation initiale. Et donc, des community managers, par exemple, à la mêlée, là, je me suis fait aider effectivement de collègues sur Montpellier pour discuter un petit peu de ces sujets-là. Ils n'hésitent pas à faire, par exemple, des formations de manière à vous laisser autonome, j'allais dire, derrière dans tous ces sujets-là. Mais il faut quand même une aide extérieure et je ne pense pas qu'on me dise le contraire au niveau des community managers qui seront présents à ce webinaire. Alors, quelques mesures simples, on en a parlé. Donc, respecter la réglementation. Bon, ce que je mettais, les effets induits du RGPD, on en a parlé. Quand vos données personnelles, on met vraiment un problème de confiance en impact direct sur l'identité numérique, c'est la confiance qui est en jeu. Les cookies, je remercie Laurent d'en avoir parlé, comme ça j'ai plus à le faire. Mais il ne faut pas oublier que les cookies, quand vous allez sur le site, le RGPD rend obligatoire un certain nombre de questions sur les cookies. Et quelque part, c'est la toute première image que vous avez sur votre site quand vous vous connectez sur la page d'accueil. Donc, en fonction de comment c'est libellé, ça peut être particulièrement agaçant. Non seulement il faut que ce soit légal, mais ça peut être particulièrement agaçant si c'est mal fait, si ce n'est pas transparent, etc. Donc, posez-vous la question, puisque c'est la première image, c'est la porte d'entrée, c'est la vitrine, quelque part. Et vous avez ça qui s'affiche en plein milieu. Bon, bien évidemment, le RGPD, quand il y a des amendes sur une entreprise, son image, vous imaginez que c'est directement impacté. Les sauvegardes, je ne reviens pas dessus. Surveiller les réseaux sociaux personnels et professionnels. Alors, c'était la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Il y a bien les deux à surveiller. Il faut savoir quelle image vous laissez sur les deux. Le social engineering, souvent les hackers, ils vont passer du professionnel au personnel en sachant que c'est les mêmes personnes. Donc, si vous avez vraiment deux activités très fortes, faites attention parce que si vous avez par exemple un engagement politique fort, mais que vous êtes aussi un patron d'une entreprise, peut-être que ces messages vont se télescoper à un moment donné. Donc, faites vraiment attention aux identités que vous laissez sur les deux côtés. Je vous ai mis aussi le site de la CNIL tout à l'heure, on en a parlé dans les témoignages. Justement, là, vous avez directement le site de la CNIL sur une publication gênante que vous voyez sur les réseaux sociaux, le site de signalement pour pouvoir demander à les supprimer. Voilà, le site est assez bien fait et il vous explique sur chacun des réseaux sociaux, il y en a une dizaine, Facebook, Twitter, etc., YouTube et autres, comment vous pouvez officiellement demander une suppression d'informations. Voilà, séparer usage personnel et professionnel, donc attention aux failles. Voilà, je ne reviens pas sur ces détails-là, vous avez déjà vu le sujet. Faire appel à des professionnels, l'efficacité, l'expérience client et la confiance. Donc, des exemples, effectivement. Moi, j'ai un exemple de site commerçant qui a fait appel quand même, malgré tout, à un professionnel, mais un peu rapidement dans le cadre du Covid. Donc, n'a pas été jusqu'au bout de toute la démarche. Et s'est retrouvé effectivement au moment où vous créez votre panier sur le vrai site, il n'y a même pas d'usurpation de site, le hacker s'était mis au moment où vous allez basculer sur le site de paiement. Ce qui fait qu'effectivement, s'il n'y avait pas une vigilance du directeur marketing de la boîte pour savoir combien de paniers étaient faits le samedi soir depuis chez lui, combien de paniers étaient transformés en actes d'achat, il s'est rendu compte à un moment donné qu'il y avait un taux d'abandon phénoménal et donc il s'est rendu compte de la faille, c'est-à-dire que le client sur le vrai site, finalement, envoyait sa carte bleue et payait sa commande sur un faux site bancaire. Donc, il avait réussi à s'infiltrer juste à cet endroit-là entre le site de paiement. Tout ça, c'est simplement des paramétrages et c'est malheureusement, dans le cadre du Covid, des choses faites un petit peu rapidement avec des copains qui aident pour faire un site, il faut faire vite, il faut aller vite, etc. Donc, passer du temps sur ces sujets-là. Voilà, je vous ai mis en bas, sans oublier les bonnes pratiques liées à la cybersécurité. Donc, vous avez des sites derrière. Ce n'est pas un topo sur la cybersécurité, bien que quand on parle d'identité numérique, elle est importante. Mais il y a tout un tas d'autres choses sur la cybersécurité qui pourraient faire l'occasion d'un autre webinaire à temps plein, mais ce n'était pas l'objet. Donc, je les rappelle juste là. Je vais passer tout de suite alors au complément dans la foulée. Donc, alors, comme je vous le disais, l'adjudant-chef Mathieu Sabadell, que certains connaissent, qui est le NTEC du groupement de Lozère. Donc, le NTEC étant donc la personne en charge de tout ce qui est autour des investigations numériques dès que le numérique est mis en cause. Donc, il y en a un par groupement. Sur le groupement donc, de Lozère,
Donc, c'est Mathieu Sabadell, l'adjudant-chef, que certains d'entre vous connaissent. En tout cas, lui m'a dit qu'il vous connaissait, en tout cas qu'il en connaît un certain nombre d'entre vous. Voilà, il a préparé ça. Malheureusement, il a donc eu un empêchement personnel de dernière minute un peu important, ce qui fait qu'il ne peut pas être physiquement là. C'est lui qui devait faire cette présentation qu'on a préparée ensemble. Donc, je vais la dérouler avec un certain nombre de ces commentaires en fait, sur les quelques cas et quelques retours sur la Lozère. Je pense que tout ce qu'on vous a dit quand on vous fait des présentations, c'est beaucoup de théorie. Mais comme vous l'avez vu, on a voulu mettre beaucoup de témoignages locaux, même si je sais que certains d'entre vous ne sont pas lozériens. Vous allez entendre ce qui se passe en Lozère, mais je pense que ça peut être fait dans chacun des départements autour. Voilà, donc pour donner les exemples, donc la gendarmerie, quelques statistiques et la première des choses qui frappait un petit peu, donc les chiffres, les faits cyber en 2020 au niveau national, donc plus 50% par rapport à 2019. Ça, c'est l'effet Covid, avec donc deux choses en face. Il y avait l'avènement du télétravail et puis il y a tout le côté derrière numérique qui a fait qu'effectivement le nombre de failles, le nombre de fraudes, et en plus les gens étant, j'allais dire, plus sensibles, les attaquants jouent sur le côté critique d'une situation. Plus une situation est critique, plus elle est facile d'avoir les gens. Sur les escroqueries, un petit chiffre intéressant qui a été vu sur la Lozère, ça va peut-être vous parler. Alors, ça répond peut-être à une remarque tout à l'heure de Laurent. C'est au niveau national aujourd'hui, 64% sur tout ce qui est escroquerie, abus de confiance, usage de carte bleue, atteinte au STAD, voulant dire système de traitement automatisé de données. 64% sont non cyber, 36% cyber en France. En Lozère, le chiffre est inversé. Donc, quelques explications là-dessus, c'est quand même assez marquant. Donc, quelques explications possibles, hein, ce sont que des choses possibles. Est-ce que les Lozériens sollicitent beaucoup plus le net dans leur vie quotidienne que les non-Lozériens? Donc ça, je vous laisse juge de ces statistiques. Autre raison, c'est peut-être parce qu'il y a de plus en plus de sociétés de la sphère numérique qui s'installent en Lozère, puisqu'elles y sont, j'allais dire, peut-être facilitées par les politiques du gouvernement ou par les actions locales. J'ai aussi une autre explication qu'on peut donner, c'est que sur les faits non cyber, la Lozère est souvent connue comme étant un département calme, au sens, j'allais dire, gendarmerie du terme, en termes de délinquance ou de taux de délinquance ou de type de délinquance. Et à ce titre-là, quand on se promène en Lozère, on ne ferme pas la porte de sa maison parce qu'il n'y a pas de cambriolage, on ne ferme pas sa voiture, on ne prend pas l'habitude de sujets de sécurité, puisque justement, j'allais dire, la délinquance est quand même globalement plus faible qu'ailleurs dans tout ce qui est non-cyber. Du coup, les gens sont peut-être un petit peu moins vigilants, du coup, laissent passer peut-être beaucoup plus les hackers qui, eux, ne sont pas forcément en Lozère, ils sont partout et ils vont aller là où c'est le plus faible. Et les maillons les plus faibles, quand ils vont faire un brassage global, ils vont tomber effectivement peut-être plus sur des Lozériens qui vont être victimes parce que justement, j'allais dire peut-être, sans le prendre sur le côté péjoratif, mais naïfs à l'égard de l'insécurité. Voilà, c'est une explication, mais ce chiffre est quand même, me semble être important à présenter au niveau de ce que vous avez localement. 2020 également, donc le département de la Lozère a fait la liste de toutes les fiches en fait, de tout ce qui était escroquerie, chantage, ransomware, etc., qui sont sortis de la Lozère, donc 280 000 € qui ont quitté le département sur des faits cyber. Ça, c'est tous ceux qui n'ont pas pu être empêchés, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été empêchées, mais ceux-là, c'est ceux qui sont partis. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des sommes importantes qui sont parties, rien qu'à des fraudes, au niveau de la Lozère. Sur donc, les natures d'atteinte à l'e-réputation, mais ça, je pense qu'on va aller assez vite là-dessus, parce que vous les connaissez, je pense. L'usurpation d'identité, donc ça concerne une entreprise. Hein. On a évoqué tout à l'heure le cas d'entreprises qui se font usurper carrément leur identité, leur site, etc. C'est des individus. La partie diffamation, injure, deux choses différentes. Alors, sur le plan juridique, la qualification est différente entre une diffamation et une injure. Donc, ça, je vous donne ce que la gendarmerie m'avait donné à communiquer également. Donc, la première, c'est des faits avérés ou non, la partie diffamation, et l'injure, c'est vraiment l'expression personnelle d'une pensée. La première est beaucoup plus lourde de conséquences en matière d'image.
Voilà, et plus compliqué et peut porter sur la qualité d'une prestation, d'un produit, etc. Voilà, copie de site internet ou de réseaux sociaux. Donc là, c'est une forme d'usurpation d'identité également, qui peut sert de vecteur pour générer des escroqueries. Les brèches de sécurité et les exploits, donc c'est ce qu'on retrouve, tout ça c'est ce qu'on retrouve le plus hein, qui a des impacts directs à la e-réputation et à l'identité numérique. Les brèches de sécurité et l'utilisation d'exploits. Alors là, il y a deux messages, un message à faire passer, c'est que vous avez des brèches et vous avez des attaques qui sont ciblées, des attaques non ciblées. En matière de cybersécurité, l'attaque ciblée, c'est de toute façon celui qui veut rentrer sur votre site, il y arrivera. C'est une question de temps. Donc, toutes les protections que vous mettez en place, elles sont là uniquement pour le ralentir, mais il rentrera. C'est comme un cambrioleur, quand il vient sur votre villa en particulier, votre voisin peut avoir sa porte ouverte, il ne risquera rien. C'est vous qui êtes ciblé. Et vous pouvez mettre toutes les portes blindées que vous voulez, toutes les protections, c'est une question de temps. A contrario, vous avez des types le plus répandu, c'est le non ciblé, c'est-à-dire que le cambrioleur, il va prendre une rue et il va prendre toutes les villas. Si la porte s'ouvre tout de suite, il rentre, il prend les affaires, il part, ça dure 5 minutes, il va à la porte suivante. Si elle bloque, il ne reste pas 2 minutes, il va à la suivante, etc. Donc là, la protection, c'est il faut que vous soyez juste mieux protégé que votre voisin, quelque part, pour faire gagner du temps. Et là-dessus, c'est effectivement ce qu'on voit le plus souvent. C'est là où peut-être en Lozère, les gens sont peut-être un peu moins habitués à se protéger. Et c'est là où effectivement, on va se retrouver avec beaucoup de failles. Voilà, c'est ces approches-là en fait qu'on voulait présenter. Et puis derrière, bon, vous avez enfin tout ce qui est relation employé-employeur. Alors attention à toute cette partie-là. Sur l'action qui est involontaire au départ est très important en termes de e-réputation ou d'image. Et là, on l'a vu par exemple avec tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, avec les gens qui se prennent en selfie, qui se filment, etc., avec les problèmes de porte le masque ou porte pas le masque, distanciation sociale non respectée, etc. Donc, vous avez tout un tas de choses qui ne vont pas aller au pénal. Souvent, ça va rester comme ça des petits agacements, mais ça va être des signalements de groupes de salariés qui font une fête un soir ou des choses comme ça qui transportent sur les réseaux sociaux. Tout ça, ce sont des problèmes qui vont atteindre l'image. Donc, il faut de la prévention des salariés sur tous ces sujets-là, en disant c'est quand même l'entreprise, quand on voit leur tête avec leur nom et avec l'entreprise, encore plus s'ils en parlent au niveau des réseaux sociaux, ça porte atteinte directement à l'activité et à l'image de l'entreprise. Donc là-dessus, la gendarmerie pousse effectivement à faire vraiment de la prévention et passer du temps en sensibilisation sur ces sujets-là. Voilà, quelques dossiers lozériens typiques. Donc, la gendarmerie a accepté de les mettre en place. Donc, des cas d'effacement de site. Donc, un site web d'une municipalité, incitation à la haine raciale sur fond d'idéologie religieuse. Donc, il y a eu ça à gérer en novembre 2020. Entre avril et juillet, les sites web de 2 hôtels-restaurants, qui exactement ce que Laurent Capla vous expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire que des liens vers un site de vente de drogue et de médicaments en ligne. Donc, le hacker utilise la connaissance de l'hôtel et la notoriété des hôtels et des restaurants, etc., pour pouvoir effectivement rajouter des bandeaux de publicité avec des liens directs sur le site pour aller vendre des produits illicites et qui peuvent nuire, j'allais dire, à l'image quand même de l'hôtel-restaurant. Voilà, donc novembre 2020, côté ransomware, donc les installations. Alors, 2 exemples ici. Je sais qu'il y a des gens de présents, je crois, parmi vous au niveau des chambres d'agriculture. La gendarmerie a insisté sur ces 2 dossiers pour vous donner 2 exemples parce qu'ils en ont eu beaucoup plus à gérer. Mais un premier exemple pour dire que, ça peut prendre dans un cas des grandes institutions. Et dans le cadre des grandes institutions comme les installations régionales des chambres d'agriculture qui ont été victimes de ransomware, ce ne sont pas les seuls. Hein. Vous voyez sur le net en ce moment que tout le monde en a, et des collectivités, des mairies, des hôpitaux, etc., victimes de ces sujets-là. Mais c'était également pour dire que l'impact a pu être considérablement limité parce que la gendarmerie a constaté que les chambres d'agriculture avaient mis en place une PSSI. Donc, une PSSI, c'est une politique de sécurité des systèmes d'information qui a permis à un moment donné de limiter en fait la propagation et l'impact du ransomware au sein des différents sites qui ont été visés. Voilà. Et le cas inverse de l'autre côté, c'est les installations d'un mécanicien mandois indépendant qui est remonté à la gendarmerie pour montrer que ça peut concerner aussi les petits, un indépendant, un mécanicien. Et là, malheureusement, ce qui lui est arrivé, c'est par rapport à ce que disait Laurent Capla tout à l'heure,
Lui avait pris un site pour faire ses sauvegardes informatiques sur le cloud automatique. Et malheureusement, comme les sauvegardes étaient automatiques et sur un site gratuit, etc., et pas forcément avec des options très particulières, les sites cryptoloqués ont réécrasé les sites sains sur la sauvegarde, puisqu'ils ont été sauvegardés également sur la sauvegarde, ce qui fait que les sauvegardes étaient totalement inopérantes. Voilà, je vous ramène à ce que Laurent vous disait tout à l'heure sur l'importance des sauvegardes et des sauvegardes différenciées. Bon, STAD, donc c'est atteinte au système de traitement automatisé de données. Donc là, tout à l'heure, Claude Donadieu en a parlé. Introduction frauduleuse dans un système de gestion de dons à un culte religieux. C'était de la fuite de données, donc c'est bien le cas dont Claude nous parlait tout à l'heure. Voilà, l'usurpation d'identité, copie de site internet d'une société française vendant des poils à granulés, donc du cyber-squatting. Donc là, c'était un faux site internet. Et un certain nombre de victimes en Lozère ont déposé plainte puisqu'ils étaient persuadés d'acheter leurs granulés sur ce site et en fait, pas du tout. Voilà, donc usurpation d'identité carrément de l'entreprise et du site. Deuxième cas en juillet 2020, campagne publicitaire sur les réseaux sociaux, un bandeau, piscine et spa gonflable d'une grande marque nationale avec déstockage massif, moins 70% pendant un week-end, etc., sur une marque leader du marché. Nombreuses escroqueries, un certain nombre d'escroqueries ont touché la Lozère. Il y a eu des plaintes de déposées. Et en fait, c'est en déposant, alors c'était bien fait puisque le site en question envoyait même des factures, faisait des paiements sur un site en France, sur une banque en France, envoyait des factures à l'intéressé en disant bien avec le logo de l'entreprise, imitant l'entreprise, etc. Et comme le produit n'arrivait jamais, le paiement était fait, des plaintes ont été déposées et c'est quasiment, j'allais dire, la gendarmerie qui a prévenu le site en question que des plaintes étaient déposées. Et c'est dans le cadre de cela qu'ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient fait usurper. Le problème, conséquence lourde pour le fabricant, un problème d'image et deux, obligé d'embaucher des gens, tout le service client pour répondre à des tas de plaintes, etc., dans tous les sens, alors qu'il n'y était absolument pour rien. Là-dessus, quels moyens pour aller contre? Ce que je disais tout à l'heure, se googliser ou vérifier ce qu'on dit sur soi, s'ils l'avaient fait, peut-être qu'ils se seraient rendu compte très vite qu'à un moment donné, quelqu'un utilisait leur identité, essayait d'avoir un site de vente avec leur matériel à 70% et ils auraient pu faire arrêter cela très rapidement. C'est pour ça qu'on vous dit à un moment donné, soyez vigilants sur votre propre marque et sur qui parle de vous, puisque là-dessus, c'est les seules possibilités d'arrêter. Voilà, alors que faire en cas d'incident? Bon, ça, c'est des rappels, hein, c'est des rappels de ce qu'on a dit avant, qui est de la bonne pratique. Donc, en amont, définir les besoins, les attentes, les objectifs, avoir désigné un DSI et un community manager, sensibilisation, rôle, identifier les partenaires extérieurs. Là, je fais tout de suite un petit clin d'œil à Caroline de Rubiana qui vous parlera de l'importance des partenaires extérieurs qui sont en lien avec la sécurité et le portail Cyberoc, ce que le portail Cyberoc peut vous apporter. Vous le verrez là-dessus. Ensuite, savoir s'entourer dans l'instant donc de professionnels et de prestataires extérieurs. Pareil, vous verrez avec Cyberoc que c'est un des objectifs. Je ne veux pas dévoyer le contenu. Également, donc police, gendarmerie, n'hésitez pas à venir à appeler la police et la gendarmerie en fonction de votre zone. Hein. Si vous êtes à Mende, en gros, c'est la police. Si vous êtes hors Mende, c'est la gendarmerie, mais ça, vous le savez très bien. Prendre les mesures, donc déconnexion de réseau, extinction de matériel, etc. Alors, n'essayez pas de rétablir, souvent, n'essayez pas de rétablir tout seul. Faites-vous aider parce que la plupart du temps, quand vous essayez, vous allez éteindre un certain nombre de traces qui sont sur vos machines et sur vos serveurs et qui empêchent derrière toute investigation numérique pour savoir par où est passée la difficulté. Donc, c'est un peu compliqué et il ne faut pas trop prendre d'initiative dans ces cas-là. Après, donc, contacter clients, partenaires, victimes, etc. et signaler ou porter plainte. Alors, tout à l'heure, il y avait une question là sur on ne voit pas trop le résultat de la gendarmerie en fait quand on porte plainte sur des affaires comme celle-là. Là, je vous passe juste un message de la part de la gendarmerie au niveau national. Quand il s'agit de plaintes sur la partie cyber, c'est plus compliqué qu'une plainte sur un fait local. Pourquoi? Parce que l'attaquant, il est généralement pas en Lozère. Il peut être ailleurs, il peut être en Ukraine, il peut être en France, il peut être je ne sais où encore. Donc, à un moment donné, ce qui va être important au niveau des plaintes et du signalement, et la gendarmerie arrive à remonter des réseaux, y compris à faire arrêter des gens en Ukraine, comme ça a été le cas il n'y a pas longtemps sur des escroqueries,
tout simplement parce qu'à un moment donné, la façon d'opérer, le mode opératoire du hacker, à un moment donné, va laisser des traces sur Internet. Comme je vous disais, l'identité au début laisse des traces. Donc, et c'est toutes ces traces qui, de manière consolidée au niveau national, et non pas, ce n'est pas en Lozère que ça se passe, ça va être consolidé au niveau national, toutes ces traces-là vont faire qu'à un moment donné, on va trouver des similitudes sur un certain nombre d'escroqueries. Et c'est ces similitudes qui vont effectivement faire derrière, avec une coopération internationale ou autre, arrêter un certain nombre de réseaux, puisque ce sont souvent des réseaux mafieux qui opèrent toutes ces criminalités numériques. Voilà, c'était un message que je voulais passer parce qu'on n'a pas forcément le gendarme qui vient à l'entrée de votre maison, ça ne peut pas être forcément très utile en matière de cyber. Néanmoins, il se passe des choses derrière. C'est peut-être beaucoup plus long parce que démanteler un réseau international, c'est beaucoup plus lent que de faire autre chose. Et on n'y aboutit pas, bien sûr, dans tous les cas. Mais c'est malheureusement la réalité quand on parle de numérique. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Voilà, quelques liens utiles de la gendarmerie. Donc, alors, pas de la gendarmerie, justement, cybermalveillance.gouv.fr si vous voulez vous informer. Et si vous êtes attaqué, vous avez tout un tas de formulaires qui sont très bien faits pour savoir derrière si vous allez appeler en fonction de votre zone, la police, la gendarmerie, vous donnez des astuces, etc. et des choses à faire ou à ne pas faire tout de suite. De la prévention au sens plutôt formation, c'est ssi.gouv.fr. En cas de signalement sur Internet où vous trouvez des choses pas nettes sur Internet et que vous voulez signaler, alors que vous n'êtes pas attaqué forcément, mais c'est vraiment une question de signalement, vous avez un site web. Et puis vos informations locales, vous voyez, la gendarmerie est sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et sur Twitter, et ça c'est la gendarmerie 48, donc votre gendarmerie qui peut également vous communiquer un certain nombre d'informations. Voilà, je crois que j'en ai terminé pour la partie gendarmerie. Laurent, je te repasse la parole sur la partie agence web. Voilà. Et donc, rebonsoir. Oui. Il faut que tu te représentes puisque tu as une autre casquette. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas bien, donc j'ai monté en Lozère 2 entreprises, une qui s'appelle bienmanger.com et une autre qui s'appelle BM Service, qui est une agence web. En général, on va voir une agence web plutôt pour parler création d'un site, création d'une e-boutique, campagne d'acquisition de clients via différentes stratégies marketing. Mais on le voit, on ne peut pas créer un site, on ne peut pas créer une boutique, on ne peut pas avoir des stratégies d'acquisition sans se poser la question de sécuriser et de protéger cette identité numérique. Et dans ce cadre-là, le rôle d'une agence, c'est aussi de conseiller, d'apporter un devoir de conseil auprès de nos clients pour expliquer un peu ce contexte, pour décrypter ce contexte, parce qu'il n'est pas forcément évident pour tout un chacun. Il y a une certaine technicité sur certaines questions. Et donc, on est là pour apporter un niveau de conseil et diffuser des bonnes pratiques. Et à ce titre, on collabore aussi régulièrement avec différents réseaux pour d'abord se tenir à jour. Parce qu'on a parlé de changements réguliers. L'obligation du cookie management, c'est 1er avril, même si ça a été annoncé avant. Donc, c'est quelque chose qui arrive le 1er avril. Et ainsi, régulièrement, il y a des évolutions de réglementation, de pratiques. Et chaque PME ne peut pas avoir du temps pour faire cette veille et suivre ce qui se passe. Je dirais que le rôle d'une agence, il va se manifester à plusieurs niveaux, peut-être qui me semble prioritaire. Le premier, c'est dans le dépôt de noms de domaine. Souvent, on pense à un nom de domaine, mais on ne pense pas à protéger les noms de domaine voisins. Et pourtant, c'est une des premières étapes de cybersquatting. C'est un premier rôle que l'on apporte. On essaye d'apporter du conseil aussi, de l'accompagnement sur la production de contenu de qualité, de contenu de marque, la vérification des droits, parce que quand on va sur Internet, si on utilise des images, il faut avoir les droits. C'est des choses toutes bêtes, mais on peut acheter des images si on ne les a pas, si on ne veut pas les faire, on peut les acheter sur des banques d'images, mais il faut avoir un suivi des droits de tout ce qu'on publie, parce que sinon on est attaquable. On a un gros travail, et souvent ça par contre tout le monde le comprend bien, c'est-à-dire qu'une fois qu'un site est fait, un site il est fait à une date T, mais les composants évoluent. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu quelqu'un qui est venu me voir et qui a un site en PHP 4. Aujourd'hui, on est en PHP 8 vient de sortir et la plupart des sites tournent sur des PHP 7.2, 7.3. PHP 4, c'est une vieille version de PHP qui n'est plus maintenue depuis longtemps. Ça veut dire que s'il y a des failles, elles ne sont pas corrigées. Ça n'empêche pas le site de tourner, mais c'est un risque. On s'expose à un risque
De plus en plus de sites sont faits avec des CMS, WordPress, PrestaShop. Les CMS utilisent des modules. Les modules, dès qu'une faille est connue, publient une mise à jour pour corriger la faille. Si vous n'appliquez pas la mise à jour sur le module ou sur le composant de votre site, votre site, c'est un peu comme si vous aviez une fenêtre ouverte chez vous. Vous vivez avec une fenêtre ouverte. Si un voleur passe par là, la fenêtre est ouverte, il peut rentrer. Donc, quand il y a des failles qui sont connues sur un composant de site ou sur un module, il faut très vite appliquer les correctifs au risque de s'exposer grandement à des attaques. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'une agence doit faire et doit vous proposer. C'est différent d'un contrat d'hébergement. Héberger le site, c'est de dire, OK, je le pose sur un serveur. Le suivre ses composants et appliquer une maintenance corrective, c'est de la maintenance. Il y a le rôle d'une agence, c'est aussi de vous aider à définir une politique de sécurité pour vos données, à la fois sur le site, sur les sauvegardes, mais aussi chez vous, la façon dont c'est fait, dont les données sont structurées, d'organiser des silos éventuellement, ou de vous conseiller de rapprocher de gestionnaires réseau pour organiser des silos de données, pour faire en sorte que si un poste est touché par une attaque d'un cryptoware, mais tout le poste et tout votre système d'information ne soit pas touché. Peut-être que l'agence ne fera pas ça, ça ne fera peut-être pas partie de ses prestations, mais doit peut-être vous conseiller, vous orienter si elle ne le fait pas elle-même. Elle doit faire un travail de veille dont vous profiterez indirectement pour toutes ces questions. Et ça fait écho aussi à ce que dira tout à l'heure Caroline sur le réseau Cyberoc. Si votre agence s'occupe de votre hébergement, se pose la question de la surveillance des hébergements, une des attaques les plus classiques, c'est les attaques par des DDoS, par des nids de service, c'est-à-dire qu'un moteur va essayer d'envoyer des milliers, des centaines de milliers de requêtes pour essayer de faire tomber votre site ou pour tester des centaines de milliers de combinaisons de mots de passe, de choses comme ça. Ce genre d'attaque peut se bloquer très facilement au niveau des hébergements dès qu'on aperçoit un comportement anormal. Ce n'est pas une obligation au niveau des agences de bloquer ces attaques. Donc, demandez à votre agence, normalement une agence doit vous conseiller ou doit vous aider à filtrer un certain nombre d'attaques un peu automatisées. Et si vous réduisez, je sais pas quoi, à 50 ou 80% des attaques qui vous atteignent, la probabilité qu'une vous touche vraiment se réduit. Après, comme a dit Christian, s'il y a un pirate ou quelqu'un qui vous attaque avec une envie très précise et qui est prêt à mettre les moyens, à part peut-être certains sites très sécurisés, il finira toujours par rentrer. Mais par contre, on peut lui compliquer très lourdement la tâche sans faire forcément appel à des mesures qui sont réservées à des très grands groupes ou à des organismes d'État. Et le dernier point, c'est qu'une agence, elle doit aussi vous alerter, vous conseiller sur le contexte réglementaire et son actualité. On a beaucoup parlé de RGPD ces dernières années en matière de sécurité et de protection de données, mais il y a un corpus aussi sur la loi de la confiance en numérique, loi sur la confiance en l'économie numérique, et tout un tas d'autres textes et réglementations dans le Code de la consommation qui concernent aussi les achats en ligne et les comportements, la publication de données en ligne. Et donc, une agence, même si ce n'est pas un avocat ou si elle ne demande pas à une agence d'être un conseil juridique, mais elle doit avoir quand même une première compréhension et connaissance de ce corpus et de ce contexte, de cet écosystème. Et puis ensuite, si une question plus précise est posée de nature juridique, elle doit être en mesure de vous orienter soit vers des réseaux ou des conseils juridiques pour vous épauler sur des questions très précises. Quand je dis tout ça, je ne veux pas non plus vous dire qu'une agence web, elle sait forcément tout faire, et je ne dis pas qu'au niveau de l'agence BM Service, en Lozère, on sait tout faire. Je ne dis surtout pas ça. Je dis qu'on doit avoir une connaissance de l'ensemble, une connaissance généraliste, un peu comme un médecin, comme en médecine. Votre médecin généraliste, il ne sait pas tout résoudre. Par contre, il a une connaissance globale des questions de santé, et quand il voit un truc anormal, il sait vous orienter vers un spécialiste. Une agence web, c'est un peu pareil. Elle doit avoir une connaissance globale un peu de tout ce qui doit se passer en matière d'identité numérique, de protection, de menaces, de sécurité. Et s'il y a des questions plus précises sur certains sujets, elle va vous recommander d'aller un peu plus loin avec un spécialiste. Bonjour, donc je suis Caroline Dorviana, je suis chargée de mission cybersécurité pour l'Agence de développement économique ADOC. Dans ce cadre, j'accompagne en fait le développement de la filière cybersécurité. L'objectif est de mettre en place
un projet pour la filière cybersécurité et plus largement pour les entreprises de la région Occitanie par rapport à la situation actuelle assez, on va dire, j'ai envie de dire catastrophique. Je ne sais pas si le terme est bien choisi parce que c'est un peu dur, mais par rapport à la situation qui s'est dégradée au niveau de la sécurité des entreprises et du nombre d'attaques qu'elles doivent subir presque au quotidien. Donc, la région a voulu qu'il y ait un projet pour permettre aux entreprises de trouver des solutions, d'être accompagnées sur ce sujet et aussi de mettre en avant notre écosystème qui est en fait très riche sur ce domaine-là et qui n'était pas du tout visible. Par exemple, vous avez Laurent qui vient de s'exprimer et qui en fait va avoir des démarches qui peuvent aider des entreprises sur ce sujet, ce qui n'est pas forcément identifié en premier lieu. Donc, dans ce cadre, nous travaillons à la création d'un centre régional de cybersécurité qui aura un certain nombre de missions, principalement accompagner les entreprises sur le domaine, sur leur capacité à améliorer la sécurité de leur système d'information et la sécurité des produits qu'elles développent également, puisqu'on a beaucoup d'entreprises, par exemple, qui font de l'IoT en région. Et il est très important, lorsqu'on crée un produit, que ce produit ne présente pas de failles de sécurité pour ceux qui pourraient être amenés à l'utiliser. Et d'autre part, répondre aux besoins de la filière, donc aider les entreprises à recruter, aider les entreprises à innover en cybersécurité et bien entendu augmenter leur visibilité au niveau régional comme au niveau national, voire européen, même international. Dans le cadre du projet CyberRock, on a un certain nombre de groupes de travail, mais on a aussi voulu apporter des premières réponses aux entreprises, même si le centre n'est pas encore créé. On a publié un portail en juin 2019, qui est le portail de la cybersécurité en région Occitanie. Et ce portail, en fait, va permettre de commencer à donner de l'information aux organisations, aux entreprises. On vous a parlé de plein de choses. On a parlé d'identité numérique, mais on a bien vu qu'il y avait vraiment un problème. Rapidement s'est posé le problème de la sécurité, des problématiques que cette identité pouvait engendrer. On a parlé du fait d'avoir un vol d'identité, tout simplement. Voilà, tout ça est lié, en fait, ce sont des thèmes qu'on aborde en cybersécurité, qu'on va retrouver et et pour lesquels il est obligatoire de s'informer. Donc, l'idée du portail, c'est de donner cette information, de la rendre accessible. Christian a parlé de cybermalveillance, il a parlé de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Ce sont des organisations, hein, donc l'ANSSI, c'est une agence nationale, hein, mais cybermalveillance, c'est une association, mais qui a été créée par l'ANSSI, entre autres. On a d'autres publications, la gendarmerie fait énormément de publications concernant la cybersécurité et les thèmes qui sont connexes à la cybersécurité, comme la sécurité économique, la e-réputation, l'intelligence économique, enfin, on en a beaucoup comme ça. Donc, c'était important, en fait, de rassembler cette information sur un portail et de permettre aux gens de trouver facilement cette information. On a aussi une page en cas d'attaque où, justement, on donne les liens pour savoir quand est-ce qu'on peut porter plainte, vers qui on peut se tourner. Il y a la brigade numérique de la gendarmerie qui a un système pour répondre automatiquement dès que vous avez une question. Donc, on met tous ces liens. On va d'ailleurs créer un centre de réponse à incidents dans le cadre de CyberRock, où là, les entreprises pourront carrément avoir un accompagnement spécifique en cas d'attaque. On met aussi à jour les actualités, on parle des événements qui se passent en région comme celui d'aujourd'hui, afin que les gens puissent vraiment s'informer. En fait, pour pouvoir avancer sur ces sujets et être résilient, il faut s'informer. On a aussi mis en ligne un diagnostic. Alors, il est plus orienté sécurité du système d'information, mais ça pourrait être intéressant d'en faire un plus spécifique sur la réputation et sur les questions qu'il faut se poser. En tout cas, vous avez des diagnostics en ligne qui sont adaptés en fonction de la structure de l'entreprise.
que ça soit une entreprise qui gère tout son système d'information avec un DSI, donc avec une structure assez complexe, à l'entreprise qui n'a même pas de système d'information, comme les startups aujourd'hui. Elles ont 2-3 PC, un compte en ligne, et voilà, pour autant, elles doivent s'inquiéter de la sécurité de leurs données. Et puis, on a créé surtout, et ça c'était très important, un annuaire qui vous permet de trouver l'ensemble des acteurs qui sont liés à la sécurité du système d'information. Donc, bien entendu, on va avoir les entreprises de cybersécurité, mais on va aussi avoir, par exemple, les juristes. Pour certaines choses, par exemple, pour la réputation, souvent, vous avez besoin de faire appel à un juriste. On va avoir aussi les écoles qui permettent de former les futurs professionnels de la cybersécurité, mais aussi les centres de formation pour faire monter en compétences les personnes dans les entreprises. Les laboratoires de recherche qui travaillent sur ce sujet. Enfin, vous voyez, tout l'écosystème qui gravite autour de la cybersécurité et des thèmes qui sont liés à la cybersécurité. Merci Caroline, et merci du coup aussi à tous les intervenants de ce webinaire. Si vous avez des questions, voilà, c'est le moment, il nous reste 10 minutes. Donc, n'hésitez pas à les écrire dans le chat si vous ne souhaitez pas prendre la parole, ou ou à prendre la parole tout simplement en réactivant votre métier. J'en profite juste du coup pour vous donner quelques petits liens utiles suite aux différentes interventions qui ont eu lieu aujourd'hui. D'abord, le lien Cyberrock dont parlait Caroline. Vous aurez accès à cette présentation de toute façon, donc vous aurez accès à tous ces liens si besoin. Je me permets également de communiquer sur un autre lien, qui est une autre opération qui est portée par la région Occitanie, qui a pour objectif d'accompagner les entreprises de la région, et donc de Lozère, dans leur projet de transformation numérique et de cybersécurité. Cette subvention, cet accompagnement de la région, permet de proposer des accompagnements à moitié prix à ces entreprises. Ces prestations sont proposées par des experts de la mêlée sur différents champs d'action. On parle de cybersécurité, mais on peut aussi parler de création d'un site internet, d'une communication digitale sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont possibles, et grâce à cet accompagnement, vous bénéficiez du coup de prestations à moitié prix. Pour pouvoir bénéficier de cette prestation à moitié prix, c'est très simple. Il vous suffit de remplir le prédiagnostic, le 3e lien du coup sur la page. C'est un prédiagnostic qui est gratuit, qui se fait en ligne en quelques minutes, qui vous permet de mesurer la maturité numérique de votre entreprise. Une fois qu'on a ces retours, on peut vous faire du coup un bilan détaillé de la maturité numérique de votre entreprise et de vous proposer par la suite des experts qui vont pouvoir vous accompagner dans votre transformation digitale, qui pourra du coup être subventionné à 50% par la région. Bref, c'est une belle opération, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Hop, donc voilà, merci encore à tous pour votre attention lors de ce webinaire. Du coup, ces webinaires qui sont portés du coup par Adoc et par Pollen. Comme je l'avais rapidement évoqué en introduction, ce webinaire s'intègre dans une série de webinaires qui ont lieu toute l'année. Donc, on a eu une première session au mois de février sur la transformation digitale. Là, en avril, on parlait d'identité numérique. Et à venir, donc 3 prochaines sessions sur le bien-être au travail, et au mois d'octobre et de décembre sur d'autres sujets. Je suis désolée, j'ai la barre d'enregistrement dessus, donc je n'arrive pas à les lire. Mais vous retrouvez le détail ici. Peut-être qu'on peut faire un petit mot de la fin, finalement, pour nos différents intervenants. Peut-être Monsieur Donadieu, pour conclure ce webinaire. Merci à tous d'avoir organisé ce webinaire qui était fort intéressant, qui a permis à chacun de partager une expérience qui est vraiment diverse. Et on voit qu'à Lozère, il y a des entreprises qui ont des profils complètement différents. Moi, pour ma part, je me suis enrichi ce soir de conseils, et je sais que
désormais, au-delà des prestataires informatiques avec qui on travaille aujourd'hui, je vois que petit à petit, la région et aussi la gendarmerie peuvent être d'une aide précieuse quand arrivent les soucis. Et c'est comment dirais-je, une information qui est plutôt rassurante, parce que je ne vous cache pas que nous, tous les mercredis à 13h, on envoie notre copie, comme on dit, pour qu'elle soit imprimée et que le journal soit dans les boîtes aux lettres le lendemain. Et on a la hantise d'un jour de se faire bouffer par quelques bandits de grand chemin qui nous rançonnent. Et pour nous, c'est aujourd'hui tellement important que je vous remercie d'avoir organisé ce webinaire. Ça vous permet quand même de recaler certaines choses. Ce que je n'aime jamais quand on parle de sécurité, de protection et de surveillance sur Internet, c'est qu'on fait peur. Pour moi, il ne faut pas faire peur en disant on va sur Internet. On peut avoir peur aussi dans la vie réelle. Il y a des accidents, il y a des actes malveillants. Le problème, c'est que dans la vie réelle, on les connaît depuis longtemps, depuis qu'on est tout petit, on a appris à vivre avec. Sur Internet, on est un peu plus démunis parce qu'on ne les connaît pas. Mais comme Internet se met à prendre une part grandissante dans nos vies, personnelles, professionnelles, il faut apprendre à vivre avec et il faut apprendre à avoir les bonnes pratiques et les bons usages, comme on les a adoptés dans notre vie réelle. Il ne faut pas non plus se laisser submerger par la peur. Il faut se dire qu'en adoptant un certain nombre de pratiques de bon sens, on réduit quand même très fortement beaucoup les menaces. Après, encore une fois, mais comme a dit Christian, si quelqu'un vous cible en particulier et est prêt à mettre des moyens très élevés pour vous atteindre, que ce soit dans la vie physique ou dans la vie réelle, il y arrivera. Mais la très grande majorité des menaces et des actes malveillants qu'il y a sur Internet ne sont pas si ciblés que ça. À part, encore une fois, on ne parle pas des très grandes entreprises ou des gens qui sont particulièrement vulnérables ou qui sont, de par leur rôle, leur fonction, qui sont la cible potentielle d'attaque. Pour la majorité des TPE, des PME, on est plus touché par des attaques de masse qui ciblent des profils de technologie ou d'usage. Et la plupart des gens qui se font avoir tombent sur entre guillemets, des choses qui étaient largement évitables. Donc, l'intérêt de ces manifestations, comme aujourd'hui, c'est de vulgariser un peu ça et d'inciter à adopter ce premier niveau de mesure qui va permettre déjà de réduire fortement le niveau d'attaque et de menace qui va peser sur vos activités. Donc, c'est plutôt moi, je vois plutôt ça comme une bonne nouvelle en disant on peut assez facilement se protéger d'une grande partie des attaques. Je ne sais pas. Alors, c'est vrai que, Christian, est-ce que tu as très, très rapidement, puisqu'on arrive, au bout de la fin du webinaire, est-ce que tu as un petit mot rapide pour la fin? Alors, j'ai un petit mot rapide. En fait, je ne connaissais pas le contenu réellement de vos témoignages. Je trouve qu'ils sont particulièrement parlants par rapport à ce qu'effectivement, ils donnent vraiment un côté vivant et réaliste et réalité terrain, j'allais dire, à tout ce qu'on peut donner comme conseil en matière théorique. Sinon, j'ai deux messages à donner. Un premier message qui est lié au fait qu'on a l'impression qu'on répète tout le temps un certain nombre de gestes simples ou de choses comme ça. Il faut qu'on fasse un peu comme les gestes barrières, et tout le monde le dit en matière de cybersécurité. 80% des sujets peuvent être évités sans investir un seul centime, simplement par avoir un comportement vis-à-vis de la cybersécurité qui soit responsable, que ce soit chez vous, chez vos salariés, dans vos familles, etc. Et ça, c'est très, très important en matière de protection. Donc ça, c'était le premier message, c'est qu'il n'y a pas besoin d'investir des centaines et des millions d'euros dans un certain nombre de choses. Et on va comparer ça par des gestes barrières, j'allais dire, pour éviter peut-être une aggravation ou éviter quelques cas critiques. Voilà, donc ça, c'était le premier message. Et le deuxième message, et je le dis parce que je ne suis pas moi-même lozérien, et je reviens sur ce qui avait été dit au niveau de la région, je pense que ce type d'initiative de Pollen, j'apprécie tout particulièrement.
et puis d'associer, j'allais dire, via Haddock, la région, etc. Je vois que la Lozère est quand même un département qui est particulièrement dynamique, et on l'a vu même dans les statistiques au niveau du numérique. Donc, c'est un petit peu aussi un objectif que veut la mêlée. C'est effectivement d'occuper, j'allais dire, par notre connaissance, compétence, sensibilisation, etc., la totalité du territoire de l'Occitanie, et pas uniquement, j'allais dire, les métropoles de Toulouse et de Montpellier. Donc, il y a vraiment une volonté là-dessus. Et moi, j'ai particulièrement apprécié de pouvoir intervenir avec des sociétés lozériennes pour parler effectivement du numérique dans leur département. Voilà, je tenais juste à vous remercier, en tout cas pour vos retours et votre participation, et j'espère que du côté des auditeurs, ils partagent également ce sentiment. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Et du coup, je donne très rapidement la parole du coup à Sébastien, puisque Christian, tu parles de la Lozère. Voilà, Sébastien, peut-être un petit mot toi aussi. Je suis gentil de me donner la parole, mais je ne suis pas du tout expert pour le coup, sur le sujet. Je n'ai rien à rajouter, si ce n'est que je remercie une nouvelle fois les intervenants d'une part et votre animation à Christian et à toi. Voilà, la mission a été accomplie. J'espère qu'on a répondu aux questions, même si elles n'ont pas été posées. Ça veut dire qu'on a dû répondre aux questions que se posaient les personnes qui ont participé. Je vous remercie encore une fois. Et rendez-vous en juin pour la prochaine sur la santé numérique au travail. Tout à fait. Merci. Merci à tous. Merci.